C'est parti, donc on y va, suite du cours. Donc après une étude dynamique du mouvement de la particule chargée dans un champ électrique uniforme et stationnaire, je vous rappelle le cadre de l'étude, il faut que le champ électrique soit uniforme, d'accord? C'est-à-dire qu'il est indépendant finalement de la position du point M, de la particule chargée, et stationnaire, statique, indépendant du temps. On a mis en place une étude dynamique, d'accord? Équation de trajectoire. Et là, ce matin, on va mettre en place une étude énergétique complémentaire à l'étude dynamique. En fait, on va utiliser les outils qu'on a mis en place dans l'énergétique du plan matériel, retrouver les théorèmes de l'énergie mécanique, retrouver l'intégrale première de mouvement, et également, finalement, ici, traduire le théorème de l'énergie cinétique dans ce contexte-là. Donc on y va, petit 3. Petit 3, étude énergétique. Petit 3. Donc on est dans le grand 2, toujours dans l'action d'un champ électrique uniforme et stationnaire sur une particule chargée. Étude énergétique. Alors, dans un premier temps, je marque ici le but de cette partie. Le but, dans un premier temps, il va s'agir de déterminer l'énergie potentielle. Voilà. Quelle est l'énergie potentielle d'une particule chargée placée dans un champ électrique uniforme et stationnaire? Donc le but de cette partie, d'accord, je le note, donc déterminer l'énergie potentielle. Déterminer l'énergie potentielle. Voilà. Alors cette énergie potentielle, ici la force considérée d'une force électrique. L'énergie potentielle associée, ce sera l'énergie potentielle électrique. D'accord? Donc on va déterminer l'énergie potentielle électrique. Voilà. D'une particule chargée placée dans un champ électrique uniforme et stationnaire. Voilà, donc on remplace ici le contexte de l'étude, particule chargée placée dans un champ électrique uniforme et stationnaire. Donc, dans un champ ici électrique uniforme et stationnaire. Donc uniforme, la norme est indépendante de la position du point M, stationnaire, indépendant du temps. Voilà. Donc un champ électrostatique. Voilà. Donc je souligne ici particule chargée, particule ponctuelle, placée dans un champ électrique uniforme et stationnaire. D'accord. Donc le but de cette partie, c'est d'exprimer l'énergie potentielle électrique. D'accord, associée à cette particule chargée placée dans un champ électrique E. Alors, je vous rappelle, un champ électrique E s'exprime en vol par mètre. D'accord, le vol par mètre qui est d'avoir une petite unité. Je vous rappelle le champ électrique terrestre l'ordre de 100 volts par mètre. Le champ électrique E n'est pas une force. La force électrique associée, F égale QE. La charge Q, d'accord, la particule ponctuelle, fois le champ électrique E. D'accord, bon. On y va. Première étape. On va calculer le travail élémentaire, ici, de la force électrique, d'accord, dans le référentiel R conditionnel. Donc le travail, ici, élémentaire, de la force électrique. Alors, ce que j'appelle la force électrique, c'est la composante électrique de la force de Lorentz. Donc le travail élémentaire de la force électrique. Voilà. Alors, je rappelle, la force électrique, FE égale QE, d'accord? C'est écrit. Voilà. Alors, ce qui est important de voir, ici on considère un travail élémentaire. Ce travail élémentaire ici est défini, c'est écrit, rappelez-vous, un delta. Delta W de la force électrique, et ce, par rapport au référentiel R. Donc là, je vous rappelle notation. Travail élémentaire de la force électrique, d'accord, dans le référentiel R. Et ce travail élémentaire, je vous rappelle, est défini par un produit scalaire. Le produit scalaire de la force électrique, par le vecteur déplacement élémentaire. D'accord, donc FE scalaire des 2M. D'accord. Ici, on est en repérage cartésien. D'accord. Donc en repérage cartésien, donc je remplace le contexte. En repérage cartésien, d'accord. En repérage cartésien, avec, je vous rappelle, un champ électrique ici qui était dirigé, je reprends l'étude, selon moins EY, d'accord? Ouais. Donc selon moins EY, d'accord? On obtient finalement le delta W. Donc le travail élémentaire de la force électrique.
Donc la force électrique F égale QE, d'accord? Donc je ne vais pas tout de suite remplacer Q par moins 2, je vais laisser Q simplement. Donc moins Q, d'accord? Je laisse ça charger Q. E selon Y, produit scalaire. Produit scalaire par le vecteur déplacement élémentaire. Le vecteur déplacement élémentaire, je vous rappelle, a priori, hein, bon, dx EX plus dy EY. Alors on pourrait s'arrêter là. On a montré en étude dynamique que le mouvement était plein, contenu dans le plan X ou Y. On pourrait s'arrêter à ces deux composantes-là. Après on peut rajouter la troisième, ça ne changera rien ici. Hein. Ça ne changera rien. Puisqu'en fait, il y a deux produits scalaires qui vont s'annuler. Le seul produit scalaire non nul, c'est celui-ci. D'accord? EY scalaire Y, ça vous retournera 1. C'est le seul produit scalaire non nul. D'accord? Mais je vous dis, on peut se contenter de dx EX plus dy EY. On a dire que le mouvement était plan contenu dans le plan X ou Y. Donc ce qu'il va nous rester, ici je vais mettre, donc il va nous rester moins QE fois, alors, EY fois dy selon dy EY, donc ça fait EY scalaire Y, ça fait 1. Donc moins QE dy. Voilà. Voilà le résultat pour le travail élémentaire de la force électrique. Première étape. Première étape pour le calcul de la trace du travail élémentaire de la force électrique. Ensuite, on va pas le montrer, mais on va admettre. On admet que cette force électrique est une force conservative. Alors pour cela, il faudrait montrer que le travail de cette force ne dépend pas du chemin suivi, mais uniquement des positions initiales et finales, tout comme le poids, tout comme la force de rappel élastique, qui sont des forces conservatives. Des forces sont conservatives si le travail d'une telle force ne dépend pas du chemin suivi, mais uniquement des positions initiales et finales. Bon, là on l'admet, d'accord? On l'admet, et c'est le cas. On admet, d'accord, que la force électrique est une force conservative, que la force électrique, et c'est le cas ici, la force électrique est une force conservative, voilà. Donc une force conservative, je vous rappelle, elle dérive d'une énergie potentielle, d'accord? D'une énergie potentielle que l'on recherche. C'est le but, on cherche l'énergie potentielle électrique. D'accord? Donc ça, rappelez-vous cette phrase, on dit souvent en cours des forces. Le poids est une force conservative qui dérive de l'énergie potentielle de pesanteur. La force de rappel élastique est une force conservative qui dérive de l'énergie potentielle élastique. La force électrique est une force conservative qui dérive de l'énergie potentielle électrique. D'accord? Donc vous voyez, on le note également. Donc qui dérive d'une énergie potentielle électrique que l'on recherche. Alors, énergie potentielle ici électrique. Voilà. Donc, EP, alors énergie potentielle EP. Là, je vais juste rajouter un E en indice. Alors, le E, attention, EP, on l'avait déjà noté pour énergie potentielle élastique. Bon, là, le E fait référence, attention, à l'énergie potentielle électrique. Le E fait référence à l'énergie potentielle électrique ici. Donc, je recherche cette fonction scalaire, EPE, d'accord, telle que je vous rappelle, il y a une relation. Il y a une relation entre le travail élémentaire, que l'on vient de calculer, et les variations élémentaires d'énergie potentielle. Rappelez-vous le travail élémentaire de la force humaine. Une relation en code qui est très importante. Donc le travail élémentaire de la force électrique est égal à l'opposé de la différentielle d'énergie potentielle électrique de la particule chargée. Voilà. Donc je vais peut-être numéroter mes équations. Là, c'est l'équation 1. Alors l'équation 1, attention, j'ai le membre de droite. Le membre de gauche, c'est juste avant. C'est le travail élémentaire de la force électrique. D'accord? Donc je cherche cette fonction-là. Je cherche cette fonction scalaire EP. Alors faites attention, ça c'est ce qu'on école cette semaine. Ça définit une force conservative telle que le travail élémentaire de toute force conservative, ici électrique, s'écrit comme étant égal à l'opposé de la différentielle de la variation élémentaire d'énergie potentielle électrique du point F dans R. D'accord? Donc je répète, comme toute force conservative, ici FE, le travail élémentaire d'une telle force s'identifie à l'opposé de la variation élémentaire d'énergie potentielle électrique du point F. Alors, compte tenu de l'équation 1, le membre de gauche, je connais le membre de gauche. Et je cherche finalement la fonction qui est à droite, EP, ici, EPE. Donc, compte tenu de l'équation 1, donc compte tenu de l'équation 1, on va réécrire l'équation que je note 2. Voilà. Donc, on réécrit l'équation
ici 2. Donc on aura, dans le membre de gauche, on aura moins QE dy. Alors ça, c'est compte tenu de la situation, compte tenu du champ électrique imposé, compte tenu du repérage cartésien. D'accord? J'ai faut qu'il y aura un produit scalaire compte tenu de l'orientation du champ électrique. Est égal à moins la différentielle d'énergie potentielle électrique. De même dans M. Voilà. Et je cherche cette fonction-là, EPE. Alors là, on l'a finalement. Rappelez-vous, on l'a déjà fait. Là, il s'agit simplement de déterminer une primitive finalement. D'accord? Parce que là, vous avez à droite, ici, la différentielle d'énergie potentielle électrique. On en déduit alors l'énergie potentielle, attention. Donc on en déduit alors l'énergie potentielle électrique. Donc EPE de M dans R. Alors, on multiplie par moins 1 les deux membres de l'équation, hein, d'accord? Vous allez avoir directement, voilà, ceci, moins QE dy, voilà. Directement, on prend une primitive, hein, d'accord, de chaque membre pour avoir ici la fonction énergie potentielle. Je vous rappelle, là, on a l'élément différentiel. Donc, il faut ici primitiver les deux membres de l'équation. D'accord? Voilà. Alors ça, vous le savez, ça ne pose pas de problème. On regarde, un Q est une constante, E. Alors E, ouais, bah, ça tombe bien, E. E, c'est le champ électrique uniforme et stationnaire. Donc indépendant du temps, indépendant de la position du point M, de toute façon, on intègre par rapport à Y. Donc indépendant de Y. Donc on peut sortir le champ E, on sort le moins. Donc on sort le moins, on sort le E, on sort le Q. Et surtout, l'intégrale de dy, ça donne quoi? Ça donne fonction Y. Donc ça vous retourne la fonction Y, ici. Y, d'accord? Attention, n'oubliez pas la constante. Ici, la constante qui intervient ici. Alors cette fois-ci, je vais noter simplement CTE. Constante CTE, d'accord? Est-ce que je ne vais pas noter qu'un, 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 je n'ai pas envie de la déterminer aujourd'hui. Enfin, j'ai pas envie, parce que je vais la garder ici écrite comme ceci. Je ne vais pas la déterminer parce que, comme vous le savez, toute énergie potentielle est définie à une constante à 10 frais. C'est-à-dire que toujours, je vais définir l'énergie potentielle à une constante à 10 frais, je vais la laisser. Pour l'instant, je vais laisser, je ne vais pas la déterminer. D'accord? Ce qui m'intéresse, c'est de le laisser comme ça. Et finalement, vous voyez, bon, à une constante près, on retrouve la définition de l'énergie potentielle, une constante près. Et bien, on a Q fois E fois Y. D'accord? Y, dans notre repérage cartésien, c'est l'ordonnée cartésienne, homogène et longueur. Ok. Le champ électrique E exprimé en volts par mètre. Bien. La charge Q exprimée en coulomb. En fait, là, finalement, alors ça, vous le reverrez un peu plus en détail la prochaine, avec des outils mathématiques un peu plus développés. D'accord? Là, ce qu'on peut voir déjà en regardant sur les unités, déjà, c'est, vous voyez, le champ électrique E est exprimé en volts par mètre. Ok? Donc le champ électrique E exprimé en volts par mètre. Ensuite, pour ce qui est finalement de l'ordonnée cartésienne Y, elle est exprimée en mètres. Ok? Alors déjà, tout simplement par analyse dimensionnelle, ou en revenant sur les unités, vous voyez, le produit de E par Y, donc le produit d'un champ électrique par une distance, est homogène ici à des volts. En fait, ça vous définit, je ne peux pas le faire autrement, hein, je n'ai pas l'opérateur gradient sous la main, cette année je ne peux pas. Vous le verrez l'année prochaine avec un opérateur vectoriel, hein, d'accord, l'opérateur vectoriel de gradient, qui renseigne sur le taux de variation spatiale d'une fonction scalaire à 3 dimensions. Là, ce qu'on va faire uniquement, sans introduire des fonctions trop techniques, là, vous voyez le produit de E par Y, ici, vous donne ici une grandeur homogène, ici, à des volts, et ça en fait, ça définit le potentiel électrique. C'est-à-dire qu'ici, arrivé à ce stade, vous allez définir le potentiel électrique. Alors, vous savez ce que c'est qu'un potentiel? Un potentiel électrique, enfin, vous savez ce que c'est, oui et non. Vous savez uniquement mesurer des différences de potentiel. En fait, vous savez ce que c'est qu'une tension? Une tension, c'est une différence de potentiel. UAV, c'est VA moins VB. Et en fait, là revient la définition d'un potentiel V, un potentiel V électrique. Et en fait, on le définit ici par le produit de EY. Donc, on définit, en fait, un potentiel électrique, V de Y égale au produit de EY, pour réécrire l'énergie potentielle ici, électrique, d'accord, directement. Donc ça, c'est important. Il n'y a plus de moins pour que je laisse le moins. Il n'y a plus de moins, attention, moins 1, moins 1. Donc on y va, on définit. Donc ici, voilà, troisième étape. Donc on définit alors, voilà, le potentiel électrique du point M. Donc le potentiel électrique du point M. Donc là, on ne peut pas faire autrement. On n'a pas les outils mathématiques cette année pour le faire. Alors, le potentiel électrique du point M, pareil, exprimé en volts. Exprimé en volts. Alors, le potentiel électrique, vous voyez, ça va être V. Alors, faites attention. Là, dans ce chapitre, il y aura beaucoup de lettres V. Ouais.
il y a un petit v, v pour la vitesse. Il y a un grand V pour potentiel électrique. Et ce potentiel électrique va s'exprimer en volts. De symbole V. D'accord? Bon, ça vous savez déjà, on a vu ces premiers chapitres d'ELEC. Un potentiel électrique du point M. Vous voyez, là. Alors déjà, il n'y a pas d'ambiguïté avec la vitesse, a priori sur la norme. Vous voyez, il n'y a pas de vecteur, c'est un scalaire. C'est un scalaire, c'est un potentiel électrique. Potentiel électrique du point M, vous voyez, défini ici, dans cette configuration, dans ce repérage, avec un tel champ électrique, par le produit, j'ai bien passé le mot, c'est bon, par le produit ici de EY. E fois Y. D'accord? Là, on le prend pour acquis. D'accord? Voilà. On prend pour acquis ici, pour des raisons ici d'homogénéité, il apparaît ici un produit EY, homogène ici à une tension exprimée en volts. Si on définit le potentiel électrique, ça permet en fait de réécrire l'énergie potentielle. Donc ce qui permet de réécrire l'énergie potentielle électrique. Voilà. Ce qui permet de réécrire l'énergie potentielle électrique. Voilà. Alors, cette énergie potentielle électrique, voilà, on va la réécrire sous cette forme-là. Donc EPE, voilà, égale à quoi? Égale à Q, il me reste la charge Q. On a défini le produit EY comme étant ici égal au potentiel électrique, donc QV, d'accord, plus la constante. Voilà, on y vient. Voilà. Alors vraiment, ça, il faut mettre par cœur. Voilà. C'est la deuxième relation. En plus de la force électrique, F égale Q, on va noter un bilan. Ce qu'il faut retenir, je vous l'ai dit hier, il faut retenir d'hier, c'est pas le dynamique. Le dynamique, c'est du savoir-faire, c'est l'application. La chose qu'il faut connaître, c'est la force électrique F égale Q. Bah, celle-là, en fait, on ne va pas vous demander tout le temps de faire la démo. Hein. Rarement en exo, on va vous demander de faire la démo. Ça, c'est uniquement pour une question de cours, en colle. Montrer que finalement, la force électrique dérive d'une énergie potentielle. Dans les exos, on va voir après, on utilisera directement ceci. Hein. Donc, bilan, ce qu'il faut retenir pour les applications en TD, en exo, en DS, donc bilan. Voilà. La force électrique, F égale QE. Voilà. En fait, c'est ce qu'il faut retenir de ce qu'on fait ce matin, plus ou moins. Ce que tout le reste, c'est l'application des théorèmes énergétiques. La force électrique, donc F égale QE. Voilà. Donc toujours, faites attention quand on écrit une relation à ce qu'elle représente. La force électrique exprimée en newton, Q la charge en coulomb, le champ électrique en volts par mètre. La force électrique est une force conservative. Voilà, est une force conservative qui dérive de l'énergie potentielle électrique. Voilà, qui dérive de l'énergie potentielle électrique. EPE-EM égale Q à une constante additive près. De l'énergie potentielle ici électrique. Énergie potentielle électrique. Voilà. EP, E de M dans R égale QV plus une constante. Une constante additive près. D'accord? Voilà. Donc j'encadre les deux relations, une relation vectorielle et une relation scalaire, qui sont les deux seules nouveautés de ce chapitre. Après, c'est l'application d'un PFD ou des théorèmes énergétiques. D'accord? Donc ça, il faut connaître, parce que ça, on l'utilisera toujours dans l'intégrale première de mouvement pour l'énergie potentielle. EP égale QV. D'accord? QV, attention, le V, c'est le potentiel électrique. Hein. Faites attention, ce n'est pas la vitesse. Hein. Là, on le voit souvent en DS, V pour vous, là, c'est pas la vitesse, hein, c'est le potentiel électrique. Hein. Vous faites gaffe aux notations et à l'écriture ici. Hein. Donc là, c'est un potentiel électrique, hein. Ce n'est pas la vitesse. Potentiel électrique exprimé en volts. Hein. Je le dis, parce que c'est une erreur fréquente, enfin une erreur d'inattention, hein. Fréquente. Et ça, c'est pas la vitesse, hein. C'est pas la notation. D'accord? Ce n'est pas la vitesse. Donc QV plus une constante. D'accord? Donc V étant le potentiel électrique, ici, pareil, exprimé en volts. Hein. Exprimé en volts. Pareil, le volt, le symbole V majuscule, vous voyez. On a le symbole de l'unité, ici, c'est la même écriture que la grandeur M, le potentiel électrique. D'accord? Alors d'ailleurs, cette constante, vous voyez, comme toute énergie potentielle de pesanteur, énergie potentielle élastique, toujours définir une constante additive près. Cette constante, on peut la déterminer. Et sans la faire, premier chapitre d'ELEC, rappelez-vous, on va choisir un point M du circuit électrique, vous savez, pour lequel le potentiel sera nul
Ah, comment appelle-t-on ce point d'ailleurs? Le point d'un montage, on l'a encore fait hier en TP, pour lequel ici le potentiel électrique sera nul, c'est là. Oui, la masse. Hein. C'est-à-dire que finalement, on va choisir un point du circuit, tel que son potentiel électrique, donc l'état électrique caractérisé par son potentiel électrique sera nul. Ça, c'est la masse. C'est-à-dire que souvent, cette constante sera prise égale à 0. Ça, par définition de la masse électrique. Hein. D'accord? On va placer la masse électrique dans le montage quelque part. D'accord? Quand je parle de montage, c'est ce que vous connaissez. D'accord? La masse électrique va permettre de fixer l'origine. C'est ça en fait. L'origine des potentiels électriques et donc fixer finalement l'origine de l'énergie potentielle électrique. Alors attention, hein, une énergie potentielle toujours exprimée en joules. Une énergie, hein, ça ce sont des joules. Hein. D'accord? Faites attention, joules. Et la charge Q en coulomb. Je rappelle, hein, joule pour l'énergie potentielle, charge Q en coulomb, potentiel en volt. D'accord? Et la constante, vous voyez, directement, je dis que c'est égal à 0 si on fixe ici l'origine du potentiel, d'accord, dans notre étude. C'est la définition de la masse électrique. D'accord? Voilà. Donc ça y est, on a défini une énergie potentielle. Une fois qu'on a l'énergie potentielle, on l'ajoute à l'énergie cinétique. Ouais, ça fait l'énergie mécanique. Sauf que notre système est conservatif. Toutes les forces en présence, il n'y en a qu'une, c'est la force électrique. La seule force en présence, elle est conservative. Le système est donc conservatif. Donc caractérisé par la toujours une phrase. Hein. C'est conservatif, caractérisé par l'intégrale première de mouvement, énergie mécanique et d'une constante de mouvement, EC plus EP. Mais quel EP ici? Quelle énergie potentielle? Celle-ci est une constante. Et cette constante est déterminée par les conditions initiales. Donc là, dernier temps, d'accord? Une fois qu'on a déterminé l'énergie potentielle électrique, ce qu'on peut faire, c'est l'ajouter à l'énergie cinétique, rappeler que la somme est constante à tout instant et définir l'intégrale première du mouvement. D'accord? Donc, deuxième temps, ici, donc suite. Comment dire ça? La seule force en présence, voilà, étant conservative. Alors pourquoi seule force? Je vous rappelle que le poids est négligeable en norme devant la force électrique. Il n'y a pas de frottement, un vide poussé de l'ordre de 10-4 Pascal permet de limiter les interactions entre la particule chargée et les molécules de l'air. Ici, le système étudié est conservatif. Le système étudié est conservatif. Et il est caractérisé. Par l'intégrale première ici du mouvement. Donc l'intégrale première du mouvement. Donc EC plus EP une constante. L'intégrale première du mouvement. Voilà. Alors ça c'est une conséquence du théorème de l'énergie mécanique. Il n'y a aucune force non conservative. Toutes les forces sont conservatives. C'est-à-dire que la variation d'énergie mécanique est nulle. La variation d'énergie mécanique étant nulle, l'énergie mécanique est d'alors constante. C'est-à-dire qu'ici, on aura l'énergie mécanique de la particule chargée. D'accord? Alors que vaut-elle? Ici, ce sera 1/2 de mv carré. Alors là, ça sera la vitesse. Là, je mets un vecteur et là, je mets un petit v. Vous voyez, je mets un petit v ici pour représenter la vitesse instantanée, 1/2 de mv carré, plus ici l'énergie potentielle, donc Q. V, donc vous voyez, potentiel électrique, d'accord, et ceci, voilà, c'est une constante, voilà, voici, et ce qui traduit la conservation de l'énergie mécanique, 1/2 mv carré plus QV est une constante, d'accord, voilà. Alors ça, ce que l'on va faire, hein, ici finalement, toujours la particule chargée immobile, le long du trajectoire gamma. C'est-à-dire qu'on va traduire, ça traduit la conservation de l'énergie mécanique. Hein. Donc on va traduire la conservation de l'énergie mécanique entre deux points A et B de la trajectoire gamma. Donc ici, que l'on traduit, donc on va traduire cette conservation de l'énergie mécanique entre deux points A et B. Entre deux points A et B de la trajectoire gamma. Entre deux points A et B de la trajectoire gamma de la particule chargée. Alors, donc toujours on peut
entre deux points, A et B. Donc là, c'est la trajectoire gamma de la particule chargée ponctuelle de masse M charge Q. Donc là, je représente ici de manière arbitraire la trajectoire gamma de la particule chargée entre ici deux points A et B. Bien. Ce qu'il faut également indiquer, ce qui est important de voir, c'est dans le potentiel électrique, vous voyez ce V de M, le potentiel électrique dépend du point M. C'est-à-dire qu'au point A, finalement, lorsque la particule M est au point A, il règne un potentiel électrique note VA. Voilà, VA. Lorsque la particule chargée est au point B, il règne au point B un potentiel électrique noté VB. C'est-à-dire qu'en chaque point de la trajectoire, il existe un potentiel, d'accord? Donc là, au point A, va régner ici, alors je peux noter à côté ici le fait qu'il règne un potentiel VA. Au point B, règne un potentiel électrique noté VB. D'accord? Le potentiel électrique dépend de la position du point. On le voit, c'est V parenthèse M. Donc en A règne un potentiel électrique VA, en B règne un potentiel électrique VB. Ça va permettre de réécrire cette expression-là, puisqu'on a un demi, donc on aura entre A et B, donc on aura un demi de M ici, alors ça sera VA carré. D'accord? C'est la vitesse au point A au carré. Plus, ici, alors QV, mais au point A, ça fait QVA. Plus Q fois, ici, le potentiel électrique au point A. Ça, donc ça, c'est l'énergie mécanique en A, est égal à l'énergie mécanique en B, la particule chargée, donc on aura l'énergie cinétique, 1,5 de M VB carré, ouais, plus QVB. Plus QVB. Donc ça, c'est tout simplement conservation d'énergie mécanique, point A et au point B. D'accord? Voilà, ce que j'ai écrit ici indirectement, entre deux points A et B. Alors, bien. Alors, ce que l'on peut faire, c'est finalement regrouper la variation d'énergie cinétique. D'accord? Ce qu'on peut faire, c'est par exemple estimer la différence 1,5 de M VB carré moins 1,5 de M VA carré. Voilà. Alors pourquoi estimer cette différence? Parce que ça sera l'énergie cinétique finale, l'énergie cinétique initiale. Si je fais ça, si j'estime cette différence, c'est un but bien précis, c'est d'estimer, vous voyez, l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. D'accord? Donc voilà la raison pour laquelle je fais 1,5 de LVB carré moins 1,5 de LVA carré. Je vais faire apparaître la variation d'énergie cinétique de la particule chargée entre les points A et B. D'accord? Voilà. Alors ça, c'est égal à quoi? Je regarde, c'est-à-dire que ça, je vais passer ça à droite. D'accord? Donc ce qui me reste à gauche, ça sera ici du QVA. Donc QVA moins QVB. D'accord? QVA moins QVB. Tout simplement. Et ensuite, ce qu'il apparaît ici dans mon crochet, c'est VA moins VB. VA moins VB, c'est une différence, différence de potentiel. Et différence de potentiel, vous connaissez depuis le premier chapitre d'ELEC, c'est une tension. Donc là, c'est très important de le remarquer. Ici, par définition de la tension. Donc, attention, ici, la tension électrique est définie par une différence de potentiel. Donc, par définition de la tension, donc c'est une tension électrique entre les points A et B. Donc, par définition de la tension électrique avec un E, ça passe. Donc là, on aura U. Alors attention, on part à U AB. C'est VA. Ah ouais, mais pardon, j'ai mis des parenthèses. C'est potentiel en A moins le potentiel en B. D'accord? Donc ça, pareil. Un rappel ici des premiers chapitres d'électrocinétique. Par définition de la tension électrique, vous voyez, par une différence de potentiel, ça c'est la tension UAB. Donc là, vous avez Q fois la tension UAB. Raison pour laquelle il faut mettre, vous voyez, AB en indice. C'est très important de mettre A et B, puisqu'en fait on a VA moins VB. C'est une différence de potentiel. Alors tout comme les potentiels électriques, une tension sera également exprimée en volts. Donc pareil, je rappelle, la tension également exprimée en volts, tout comme le potentiel électrique. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a à gauche? Je vous l'ai dit, on a la variation d'énergie cinétique de la particule chargée. D'où, voilà. Finalement, quand on traduit la conservation d'énergie mécanique entre deux points A et B, la trajectoire gamma de la particule chargée, on retrouve finalement
quoi? On trouve finalement le théorème de l'énergie cinétique. Pourquoi? Parce que là, vous allez avoir delta EC, donc la variation finie d'énergie cinétique de la particule chargée dans R, d'accord, est égale à Q UAB. Q fois la tension. Q UAB. D'accord? Et Q UAB, finalement, ça n'est autre que la formulation du théorème de l'énergie cinétique. Alors là, on ne va pas montrer, mais finalement, QAB, ça c'est quoi ça? Bah, ça, c'est autre que le travail total le long d'un trajectoire gamma orienté de A à B de la force électrique dans R. Voilà. Là, ce qu'on vient de montrer, ici, voilà, simplement, ça, c'est une formulation du théorème de l'énergie cinétique relatif à la particule chargée. Théorème de l'énergie cinétique. Voilà. Relatif à la particule chargée. D'accord? Alors, attention, attention, attention. D'accord? Faites attention ici. Autant que là, dans l'énergie potentielle, il apparaît Q fois le potentiel, un QV, V étant potentiel. Dans l'expression de la variation d'énergie cinétique, il apparaît U. U, c'est la tension. D'accord? Ce n'est pas le potentiel. Là, c'est directement la différence du potentiel. UAB. UAB, c'est VA moins VB, c'est une différence de potentiel. Donc faites très attention ici aux grandeurs que vous allez utiliser. D'accord? Alors ça, cette relation est très importante. Quand on veut accélérer les particules, on dit bien, thème d'application majeure de ce chapitre, quand on veut accélérer cette particule, ben, finalement, il faut faire attention à quoi? Au signe de la charge Q. Parce que selon le signe de la charge Q, on ne va pas imposer la même tension UAB pour accélérer une particule chargée. C'est-à-dire que finalement, vous voyez, pour accélérer une particule chargée, vous savez, il faut un champ électrique E. Un champ électrique E. Vous voyez, attention, un champ électrique E exprimé en volts par mètre. Ok. Mais là, on voit le théorème de l'énergie cinétique vous dit quoi finalement? Vous dit également que pour accélérer une particule, vous accélérez une particule via une tension U. Vous voyez la subtilité? Dans l'étude dynamique, on a fait apparaître un champ électrique E, une grandeur vectorielle, un champ électrique E, via la force électrique F égale QE. Dans l'approche énergétique, il apparaît une tension U. Et cette tension, on appelle une tension accélératrice. Et souvent dans le jargon ici des physiciens de particules, souvent voilà, on accélère une particule par une tension. D'accord? On accélère une particule par une tension et ça se voit. Delta EC. Pour que EC final soit supérieur à EC initial, il faut un delta EC positif. Delta EC positif, d'accord, pour accélérer une particule chargée par un électron. Pour accélérer un électron, on va noter après. Pour avoir delta EC positif avec Q négatif, il faut une tension UAB négative. Tout le monde le voit. Pour accélérer un électron, pour avoir un delta EC positif avec Q négatif, il faut forcément UAB négatif. UAB négatif, ça veut dire quoi pour vous? C'est-à-dire que le potentiel en A est inférieur au potentiel en B. Au contraire, si vous voulez accélérer delta EC positif, accélérer un proton de charge positive, vous accélérez un proton par une tension UAB positive telle que VA supérieur à VB. On continue. Si vous voulez freiner un électron, on veut ralentir un électron, delta EC négatif avec Q négatif, il faut UAB positif. Donc on freine un électron avec une tension UAB positive telle que VA supérieur à VB. D'accord? On continue. Pour freiner un proton, delta EC négatif avec Q positif, il faut UAB négatif. UAB négatif est inférieur à VB. On va noter. Donc vous voyez, cette relation est très importante parce que là, vous voyez, on n'est plus sur le concept de champ électrique qu'on a vu en dynamique, via F égale QE. Là, vous voyez directement, on voit qu'une tension suffit à accélérer une particule chargée. Et là, il faut faire attention au signe de la charge Q parce que forcément, la tension sera un impact sur le signe de la tension. D'accord? Donc ici, on va noter bilan, s'il faut retenir vraiment de cette étude. Bilan. Alors ça, vous voyez, ça se retrouve. Si vous avez du mal avec ça, je préfère que vous reteniez ceci, 1,5 carré plus QV. Vous l'appliquez entre deux points A et B, vous retrouvez ceci. Vous voyez, ça se retrouve très facilement, très simplement. Parce que souvent, vous faites la confusion entre potentiel QV et tension I. Pour modifier, ici, la norme du vecteur vitesse, pour modifier la norme du vecteur vitesse, voilà. Alors, autrement dit, ça, c'est dire quoi? Modifier la norme du vecteur vitesse, c'est-à-dire qu'on accélère ou on ralentit. On accélère ou on ralentit. Ici, de la particule chargée, pardon. De la particule chargée. Voilà. Il suffit d'appliquer une tension U. Donc, il suffit d'appliquer une tension U. Voilà.
Donc ça, c'est important de le noter, de le comprendre, de bien comprendre cette équation, elle est fondamentale. Il suffit d'appliquer une tension, et c'est ce qu'on appelle une tension. Alors par défaut, on a besoin d'une tension accélératrice. Vous voyez, on peut également freiner des particules chargées. En tout cas, il suffit d'appliquer une tension UAB. Donc une tension UAB, je vous rappelle, c'est une différence de potentiel. C'est le potentiel électrique en A moins le potentiel électrique en B. Donc je répète, il suffit d'appliquer une tension UAB, d'accord, entre les points A et B, donc les états initiales et finales, d'accord, entre les points A et B, tel que, donc pareil, je renote cette relation qui est très importante, delta EC de M dans R, la variation d'énergie cinétique est égale à Q UAB. Voilà. Donc je note pas le membre de droite, en fait, je vous ai dit finalement que ça c'est le travail de la force électrique. Force électrique est F égale Q. Voilà. Alors deux cas de figure à considérer. Deux cas à distinguer, pardon, à considérer et surtout à distinguer. Voilà, deux cas à distinguer. Le premier cas, on va prendre ici le cas d'un électron, d'accord, donc de charge ici Q négative par exemple. On va prendre le cas d'une accélération, ici est le cas où on va ralentir, d'accord. Deux cas, si Q est négatif. Donc c'est le cas d'un électron, par exemple, alors je prends toujours l'électron, c'est la particule ponctuelle par excellence. En exercice, on pourra par exemple rencontrer ici des anneaux, d'accord. Un électron, par exemple, si Q est négatif, déjà premier cas de figure, voilà. La particule, ici, elle sera accélérée par une tension AB négative. Si Q est négatif, on accélère la particule chargée par une tension négative. D'accord? Si Q est négatif, la particule, ici, chargée, sera accélérée, particule chargée, sera accélérée par une tension, ici, UAB, voilà, négative. Donc elle sera accélérée par une tension UAB négative. Pourquoi? On veut une accélération, donc on veut un delta EC positif. On veut que l'énergie cinétique finale soit supérieure à celle initiale. On veut que la vitesse finale soit supérieure à la vitesse initiale. Donc un delta EC positif, pour avoir un delta EC positif, il faut donc, avec Q négatif, que UAB soit très peu. Alors UAB négatif, ça veut dire que le potentiel en A est inférieur au potentiel en B. Au contraire, cet électron, donc cette particule chargée négativement, ici, la particule chargée sera ralentie. Au contraire, ici, donc on a un delta EC négatif, avec Q négatif, donc UAB soit positif. Pour avoir une tension UAB positive. Alors ça, pareil, ça vous connaissez ça, vous savez le retrouver, je vais le retrouver très rapidement. La conclusion, elle est immédiate. On va tomber dans les signes. D'accord? Voilà. Et surtout, il faut d'abord fixer le. Attention, ça, l'énoncé le fait pour vous. Hein. L'énoncé vous fixe le signe de la charge, il n'y a pas d'ambiguïté. Au contraire, si Q est positif, d'accord, bon, le cas d'un proton, le cas d'un proton, la particule chargée, ici chargée, sera accélérée, j'ai mis un E ici, E et E, la particule chargée sera accélérée ou ralentie. Alors, pareil, les deux cas, donc elle sera accélérée et E, c'est une particule chargée et ralentie, IE, d'accord. Donc là, si on prend ici une charge ponctuelle, ici charge positive, la particule ici sera accélérée si UAB positif, donc accélérée par une tension UAB positive, ouais. Au contraire, elle sera ralentie, pareil, ici par une tension, donc il faut un delta EC négatif avec Q positif, donc il faut UAB négatif. UAB négatif, d'accord. Alors ça, non, j'ai mis en bilan, mais n'apprenez pas par cœur, vous le retrouvez, à partir de la relation qui est là. Ça c'est vraiment, en fait c'est important, c'est quelque chose de très important. On fixe le signe de la charge et après on voit quel est le signe de la tension approprié pour pouvoir ici accélérer la particule chargée. D'accord? Voilà. Alors, justement, cette relation-là est très importante. Elle permet de définir une unité que j'utilise souvent en chimie. Cette unité, c'est une nouvelle unité d'énergie, l'électronvolt. L'électronvolt,
vous l'utilisez souvent en chimie, l'électronvolt avec M. Momin. Bah là, c'est le moment de finalement de la définir. Un électronvolt, d'accord, bah ça signifie que si vous prenez ici par exemple une charge ponctuelle type proton qui vous l'accélérez par une tension de 1 volt, bah un électronvolt, ça sera l'énergie cinétique acquise par un proton initialement en repos lorsqu'il sera accéléré par une tension de 1 volt. Un électronvolt, un électron, volt. Un électronvolt, c'est homogène à une énergie. Hein. Delta EC, c'est une énergie. Donc un électronvolt, Q égale à E, et pour l'électron, ou le proton, pardon, qui est le pour le proton. Volt pour un volt, c'est-à-dire que vous prenez ici le proton initialement en repos, vous l'accélérez par une tension ici de 1 volt, il va acquérir une énergie cinétique de 1 électronvolt. Et ça, on peut le mettre également en remarque, d'accord? Donc, je vais le mettre là, ici. Alors, j'ai pris un proton, mais ça peut être également ici un électron. Hein. Donc, en remarque, ici, voilà, sur l'unité d'énergie. Donc, l'unité d'énergie adaptée à cette étude, c'est l'électronvolt. L'unité d'énergie adaptée à l'étude, ici, c'est l'électronvolt. L'électronvolt de symbole petit e grand V. Vous vous rappelez, hein, petit e grand V. D'accord? Alors, ça, on le définit grâce à cette relation. Hein. QU, d'accord? Un proton ou un électron, donc ça pareil. Donc un proton ici ou un électron, d'accord? De charge Q égale à E, en valeur absolue. D'accord? Initialement au repos. Donc il est au repos. Donc vitesse initiale nulle. Voilà. Initialement au repos. Voilà. Et surtout, accéléré par une tension de 1 volt, cet électron, ce proton initialement en repos, accéléré par une tension UAB de 1 volt, va acquérir une énergie cinétique de 1 électronvolt. Voilà. Donc accéléré par une tension. Donc pareil, je vais prendre la même notation, tension UAB de 1 volt. Donc accéléré par une tension UAB égale 1 volt, pareil, ici, attention, il faut considérer la valeur absolue selon le cas d'étude, un proton ou électron que l'on va accélérer. Ici, donc un proton en électron extrêmement reproduit par une tension de 1 volt, d'accord, aura une énergie cinétique, hein, d'accord, de 1 électronvolt, d'accord, possède, voilà, une énergie cinétique, d'accord, donc une énergie cinétique, donc c'est une vitesse finale, donc il va posséder une énergie cinétique finale, donc vitesse finale de 1 électronvolt. D'accord? Donc il va posséder ou acquérir, j'ai besoin de dire posséder, d'accord, que acquérir, va posséder une énergie cinétique de 1 électronvolt au final. D'accord? Voilà. Donc ça permet de revenir sur cette unité que vous utilisez très souvent en chimie, l'électronvolt. D'accord? Bien. Alors, cette partie, on va dire, énergétique, elle est terminée. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est l'appliquer. L'appliquer, donc c'est le quatrième temps, pardon, application, dernier temps. Donc ça fait office de TD hein, pour cette partie de cours. Je le mets dans la partie cours. Voilà. Application. Application type, c'est-à-dire qu'on va prendre ici l'étude d'un microscope électronique. D'accord? L'étude d'un microscope électronique. Donc un microscope ici électronique. Et on va prendre un faisceau d'électrons. Alors ça pareil, sujet classique au concours, faisceau d'électrons, bien, microscope optique, ouais, microscope électronique, encore mieux, on accélère un faisceau d'électrons, bien, très bien, on peut même traiter l'aspect ondulatoire de la matière, vous vous rappelez ça? L'aspect ondulatoire de la matière, l'hypothèse de De Broglie, lambda dB égale H sur P, avec P égale mV, d'accord? Toute particule de masse M dsV possède un comportement ondulatoire tel que lambda dB égale H sur P. Ça tombe au concours, d'accord? C'est l'étude des microscopes optiques et électroniques. C'est-à-dire que dans un microscope électronique, le messager ici de l'information ne sera plus ici directement un photon, hein, microscope optique, le photon, mais sera plutôt un électron. Un électron, et là on va se baser sur l'aspect ondulatoire de la matière. Là, dans cette partie, ce qui m'intéresse, c'est l'accélération en fait dans un canon. Ouais.
Ici, dans le microscope électronique, il y a ce qu'on appelle un canon. Ici, un faisceau d'électrons. Ce canon va permettre d'accélérer un faisceau d'électrons entre, ici, une cathode. Une cathode émet les électrons. Vous le savez, chez nous, vous avez vu, une cathode et anode. La cathode émet les électrons et ce faisceau d'électrons va être accéléré par une anode, porter un potentiel anodique. La cathode est portée un potentiel cathodique. Et entre cathode et anode, vous avez une tension. Ah tiens, une tension. Une tension entre deux points, une tension UAB. Et cette tension UAB va vous permettre d'accélérer ce faisceau d'électrons. En fait, voilà, donc sujet classique. Et là, ce que je vous propose, c'est de reprendre tout ce qu'on a fait depuis hier, à savoir déterminer la vitesse d'un électron, d'accord, en un point final. Donc déterminer la vitesse finale d'un électron par une méthode énergétique et par une méthode dynamique. C'est-à-dire qu'il faut être capable de mener les deux, alors pas mener les deux de front, mais choisir la méthode pour vous la plus adaptée, la plus rapide au contexte, pour déterminer le plus rapidement et avec le moins d'erreurs possible la vitesse finale d'un électron, d'accord, qui est accéléré par une tension entre l'anode et la cathode, d'accord. Donc premier temps, c'est utiliser cette relation-là, l'intégrale première du mouvement, hein, c'est la méthode énergétique basée sur la conservation de l'énergie mécanique. La deuxième méthode, c'est une méthode qui est dynamique. On reprend les équations horaires et en quoi les équations horaires vont-elles nous permettre de déterminer la vitesse finale de l'électron qui est accéléré entre une cathode et une anode. D'accord? Donc, ça, on va le noter, on va passer le contexte. Hein, c'est un sujet qui est récurrent au concours. Donc, dans le canon d'un microscope ici électronique, donc ça intéresse à une partie du microscope électronique. Un faisceau d'électrons, d'accord, est émis par la cathode. Un faisceau d'électrons. Voilà, donc on a un faisceau d'électrons ici. Voilà. Donc pareil. Bon, la masse, je vais noter, vous nous connaissez à 9,11 puissance moins 31 kg. La charge Q, moins 1,6 puissance moins 19 coulomb, d'accord. Émis par la cathode. D'accord. Est accéléré. Voilà. Ce faisceau d'électrons est accéléré par une tension U. Qui règne. Une tension, donc on accélère ce faisceau d'électrons par une tension U qui règne entre la cathode, d'accord, qui émet le faisceau d'électrons, et l'anode. Entre la cathode et l'anode. Bien. Donc on a une cathode et une anode, d'accord. Et ici, en fait, on va pas utiliser un faisceau d'électrons, hein. On est dans la mécanique du point matériel. On considère un électron de masse m de charge Q égale à moins E, émis en un point O la cathode sans vitesse initiale. Ouais, il faut préciser le fait qu'il n'y ait pas de vitesse initiale. Donc, on considère ici, dans notre étude, un électron dans ce faisceau. Donc on considère ici un électron, un seul électron. Voilà. Donc là, je peux le mettre ici, hein, la masse ici de masse m, de charge Q égale moins E, émis au point O de la cathode. Voilà. Donc il est émis au point O de la cathode sans vitesse initiale. Donc il part d'un point O de la cathode avec une vitesse initiale nulle. Voilà, ça c'est important de le préciser. Il faut la vitesse initiale. Donc au départ, il est au repos. D'accord? Bien. Alors souvent, bon, il y a quand même un schéma de configuration pour préciser le sens finalement de la tension U, d'accord, et le repérage utilisé. Alors si c'est un repérage cartésien, d'accord, unidimensionnel, on va proposer un axe des X, et on va placer finalement deux électrodes planes, la cathode et l'anode. Donc on va vous placer ici la cathode, tac, comme ceci. Donc vous allez avoir la cathode, et en fait, au point O sera émis ici le faisceau d'électrons, donc nous suffit un électron sera étudié sans vitesse initiale. Ensuite, vous aurez une anode, ici à droite, et en fait, il y aura un petit trou par lequel les électrons accélérés pourront s'échapper. Donc l'anode sera percée d'un petit trou, ouais, il faut un petit trou par lequel les électrons pourront sortir. Le faisceau d'électrons, il faut qu'il puisse sortir de là. Donc il y a un petit trou ici, une petite ouverture en fait, une ouverture tout simplement. Et là on a une anode, d'accord? Ok. Alors, on va passer un point géométrique parce qu'on va vous demander la vitesse, hein,
L'électron part ici finalement initialement du point O, il est accéléré par une tension U, on peut vous demander la vitesse finale. Alors la vitesse finale, c'est la vitesse maintenant au point A. On va placer par exemple ici, en ce point-là, un point A, c'est la vitesse au point, d'accord, au point de sortie. Le fait que l'électron sorte par l'ouverture placée en A. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que, voilà, les deux électrodes sont distantes une distance petit d. Donc on a d, la distance qui sépare la cathode de l'anode. Il faut ici un paramètre géométrique, d'accord, et une tension U qui règne entre les deux, d'accord, entre la cathode et l'anode, puisque en effet, vous allez avoir à la cathode un potentiel, vous allez avoir un potentiel électrique VC, à la cathode un potentiel anodique. Donc quand je note ceci, V potentiel cathodique, VC potentiel cathodique et VA potentiel anodique, d'accord. Et donc j'ai donc une différence de potentiel. Si les potentiels sont différents, j'ai une différence de potentiel non nulle et donc une tension qui règne entre les deux. D'accord. Donc une tension qui règne entre les deux, ici directement, telle que, pareil, je vais définir une tension U, comme ceci. Donc là, l'élément séparé vous donnera une tension U de 500 volts. Voilà. Voilà. Donc c'est-à-dire que finalement, votre électron qui est mis depuis le point O sans vitesse initiale est accéléré par une tension U de 500 volts. Alors, quand vous avez ça, déjà, on vous donne rien de plus. Remarquez, pour ceux qui ont un peu de recul par rapport à la c'est qu'il n'y a pas de champ électrique E. Donc si vous avez ça, il n'y a pas de champ électrique E, on va le faire après en étude dynamique, hein, ça sera un peu plus long. Quand vous avez une tension U, privilégiez l'aspect, l'approche dynamique. Parce que souvent, si vous allez privilégier une approche dynamique, il faudra forcément introduire le champ électrique E, et c'est pas direct. C'est pas direct, on va le faire après dans un deuxième temps. Mais là, ce qui semble naturel, c'est vous avez une tension U, c'est d'utiliser ici soit le théorème de l'énergétique, soit l'intégrale première ici du mouvement pour avoir la vitesse en A. Vous avez une tension U, approche énergétique. Si vous avez un champ E, approche dynamique. Pourquoi vous avez un champ E? Parce que si vous avez E, vous avez la force F égale QE. Là, vous avez ni le champ E, ni la force. Vous avez une tension U. Si une tension U apparaît, ça c'est un réflexe qu'il faut avoir, c'est la méthode sur ce chapitre. Une tension U, approche énergétique, ça sera beaucoup plus rapide. L'approche dynamique, on va la faire quand même, mais ça sera plus long. Il faut introduire la relation entre le champ E et la tension U. Et ça, c'est pas direct. D'accord? Alors justement, je note en dessous, vous avez une tension U. La tension U, c'est la tension où est la flèche. Pareil. J'ai fait exprès de pas mettre de lettres en dessous. J'ai pas mis de tension ici, j'ai pas mis de lettres au niveau de l'indice de la tension U. Alors pareil, la flèche tension pointe vers l'anode. Donc c'est toujours, rappelez-vous, le potentiel ici en A moins le potentiel en C. Donc c'est VA moins VC. D'accord? Ici qui vaut 500 volts. Donc c'est positif. Voilà. Donc ça, je le garde en tête. Et surtout d'un point de vue méthode, résolution. Parce que bien comprendre que là, en mécanique, soit vous adoptez comme Forsen BDS, soit vous adoptez une approche dynamique, soit une approche énergétique. Mais je vais vous guider, je vais vous le dire, vous faire gagner du temps. Je vous dirai par une approche dynamique, par une approche énergétique. Je vous dirai. Ou tu vas même en utilisant le théorème de l'énergie mécanique pour faire gagner du temps. Là, si rien n'est dit, c'est à vous de repérer le fait que vous n'avez pas de champ électrique, vous avez une tension U. Donc quand vous avez ça, l'énoncé vous donne une tension U, donc je note de la même couleur. Privilégiez d'abord, on privilégie ici, voilà, une méthode énergétique. Et vous privilégiez une méthode énergétique qui sera plus rapide pour vous. Plus rapide, ici, pour vous, ici, déterminer la vitesse au point. D'accord? Voilà. Donc, pareil, donc on y va. Donc, première approche, on y va, on va traiter les deux pour voir la différence et surtout la différence de rédaction et ici au niveau des équations que l'on va poser. Donc, première approche, approche ici énergétique. Ici, donc première approche. Alors bien sûr, vous ne ferez que l'une des deux, évidemment. Première approche. Voilà. Ici, donc par un bilan énergétique. Donc par un bilan, par une méthode énergétique, donc par un bilan ici énergétique. Voilà. Déterminer la vitesse finale des électrons accélérée par la tension. Déterminer. Voilà. Alors je note comme si c'était une question de DS. Vous voyez, par un bilan énergétique ou par une méthode énergétique, déterminer la vitesse finale. Déterminer la vitesse finale de l'électron. Donc la vitesse finale de l'électron. Alors on est au quel point? On est au point A. De l'électron au point A. Accéléré par une tension U. Au point A.
accéléré par la tension U. Alors là, vous voyez, il n'y a pas d'ambiguïté. Là, on vous l'impose. Alors pareil, samedi, je vous dirais clairement, par une méthode énergétique, c'est-à-dire qu'en utilisant le théorème de l'énergie cinétique, ou le théorème de l'énergie mécanique, ou le théorème de la cinétique, déterminer une certaine grandeur, ou établir une équation différentielle. Si c'est ça, n'appliquez pas une méthode dynamique, vous n'aurez pas de problème. D'accord? C'est vraiment une méthode énergétique, il faut appliquer l'un des théorèmes énergétiques, et non pas écrire MA égale somme des forces. D'accord? Bien. Alors, même si c'est une méthode énergétique, il faut quand même définir le système référentiel bilan des forces. Pourquoi le bilan de force? Chaque fois, ça permet de dire si la force est conservative ou non, et ça permettra pour nous d'écrire le fait qu'on a une intégrale première ici du mouvement. Donc on y va, toujours la même chose, et ça rapporte des points, vous voyez. Donc système, donc l'électron de masse M, supposé ponctuel, de charge Q égale moins E, donc système, particule ponctuelle, électron, noté là-haut. Référentiel terrestre supposé égal ID1. On a un repérage cartésien. Bon, ça c'est lié au schéma ici. Voilà. Repérage cartésien. On n'oublie pas le bilan des forces. Ouais. Dans le bilan de force ici, c'est important. Parce que dans le bilan des forces, on va chaque fois associer les énergies potentielles, s'il y en a, pour les forces conservatives. Tout de suite, on règle le sort du poids. On dit, on ne le montre pas. On ne va pas le montrer à chaque fois à l'écrit, ça c'est à l'oral qu'on va vous embêter dessus. D'accord? Donc ça pour vous, ici dans quel jour encore, maintenant vous embêtez sur le fait que le poids de la particule chargée est négligeable devant la force électrique. Très bien, ouais, bah montrez-le. Là, à l'écrit, sauf si on vous demande explicitement, montrez que le poids est négligeable en dehors de la force électrique, sinon, non, ne perdez pas de temps dessus. Donc là, on va noter le poids, ici déjà le poids, est négligeable, voilà, est négligeable en norme. Ici, devant, voilà, devant la force électrique. Devant la force électrique, rappelez-vous, c'est ce qu'on a fait hier en ordre de grandeur. D'accord? Devant la force électrique. Ok. Alors justement, bah, cette force électrique, elle est conservative, et on l'a vu ce matin, ça tombe bien. Cette force électrique F égale Q est conservative et dérive de l'énergie potentielle électrique EP égale QV. Voilà. Ça, c'est ça qu'il faut noter également. Voilà, la nouveauté ici, c'est l'énergie potentielle électrique. Donc la force électrique, voilà, donc la force électrique, F égale QE. Donc j'impose également les notations, vous voyez, F égale QE. Avec Q égale moins E, le champ E, on ne le donne pas, vous voyez. On ne donne pas de champ électrique. Donc il faudra voir après, dans le deuxième temps, comment on fait pour relier la tension U, accélératrice, à, finalement, à ce champ électrique-là. Donc la force électrique, F égale Q est conservative. Elle est conservative. Bon, et tout de suite, on met et dérive, voilà, et dérive, voilà ce qu'on a vu ce matin, de l'énergie potentielle électrique, ça y est, on peut rajouter de l'énergie potentielle électrique, EP égale QV. Ça tombe bien, on me donne des tensions, donc on me donne différence de potentiel, c'est ça qu'il faut utiliser. Donc EPM, donc l'énergie potentielle électrique, de la particule chargée, égale QV, voilà, plus une constante. Cette constante, je l'annule, je la prends égale à 0, ça me permet de fixer finalement la masse, d'accord, le point de potentiel électrique nul, d'accord. EP égale à QV. Ouais. Après, si vous vous souvenez, c'est encore bien, c'est très bien de le noter, on néglige les frottements. Un vide poussé, 10 modèle Pascal, à négliger les frottements. Ça, c'est bien aussi de le noter, d'accord. Plus là-haut. Là-haut. On va le noter quand même, ici, voilà. Donc un vide, voilà, poussé permet de négliger les frottements fluides. Alors ça je mets dans le bilan des forces, et souvent ça sera clairement énoncé dans l'énoncé du problème. D'accord. De négliger ici les frottements fluides. Ok. Donc, si on résume, il n'y a pas de frottement fluide. Le poids, bon, le poids est négligeable. Bon, son le poids c'est déjà une force conservative, mais on ne prend pas en compte. Il n'y a qu'une seule force. Cette force est conservative. Le système est conservatif, caractérisé par l'intégrale première du mouvement. Donc ici, voilà, le système, ici, est conservatif. Et il est caractérisé par l'intégrale première du mouvement. Voilà. Il est caractérisé par l'intégrale première du mouvement.
D'accord? Ici, à savoir la conservation de son énergie mécanique. Intégrale première du mouvement. Alors, pareil, il ne faut pas perdre de vue ce que l'on cherche. D'accord? On cherche ici la vitesse finale. D'accord? Alors là, je vais me baser sur l'intégrale première du mouvement, c'est une méthode générale. On fait EC plus EP, d'accord? O point O égale EC plus EP au point A. Après, si vous vous souvenez du théorème de l'énergie qu'on vient d'établir, delta EC égale QU, c'est terminé, vous l'avez directement. Mais je ne vous force pas à l'apprendre. Ça, je ne vous force pas à l'apprendre. Moi, je préfère que vous reteniez aussi. Ça marche tout le temps en énergie, on ne fait que ça. Système conservatif, intégrale pour un mouvement, et on va retrouver la vitesse finale. Après, si vous voulez être encore plus rapide, et que vous vous rappelez du terme cyclique, vous mettez directement delta EC égale QU, c'est terminé. Vous allez avoir 1 demi de LV à carré, moins 1 demi de LV au carré, qui vaut 0 égale QU, c'est terminé. Vous avez la relation, en deux lignes. Mais je ne vous force pas, ici, à apprendre la relation delta EC égale QU à 2. D'accord? Par contre, ce que je vous force à connaître, enfin, pas à connaître, mais à savoir écrire, c'est toujours cette intégrale première du mouvement, à savoir, ici, l'énergie mécanique de la particule chargée, elle est constante, elle dépend des conditions initiales. Les conditions initiales, ah oui, mais les conditions initiales pour nous c'est quoi? C'est le point haut. Initialement on est au point haut, donc on dit condition initiale, à t égale 0, on est au point haut. D'accord? Donc ici, tout simplement, voilà, ça je peux effacer, on va traduire la conservation de cette énergie mécanique entre les points O et A pour avoir la vitesse en A. D'accord? Donc soit, on y va, donc on avait défini EPE juste avant QV, donc ça va aller. Donc ça fait 1 demi. Donc pareil, hein, que l'on traduit ça entre les points ici O et A. Donc on traduit en fait la conservation de l'énergie mécanique entre les points O et A. Voilà. Alors ça paraît, ça vous retrouve au DS, mais pas avec une énergie potentielle électrique. Avec une énergie potentielle de pesanteur, avec une énergie potentielle élastique éventuellement, mais pas. D'accord? Mais ce sera la même rédaction. C'est pour ça que j'insiste dessus encore une fois, le niveau de la rédaction, présentation, ça sera la même chose. D'accord? Mais l'énergie potentielle, il n'y a pas d'énergie potentielle électrique. D'accord? Il n'y a pas chez mécanique. D'accord? Donc 1 demi de M, initialement on a la vitesse en O au carré, V au carré, plus Q fois le potentiel électrique au point O. D'accord? Donc pareil. 1 demi de M fois la vitesse initiale, plus Q fois le potentiel électrique. Potentiel électrique, ici pareil, ça c'est le potentiel cathodique. Donc potentiel ici à la cathode, potentiel cathodique, voilà, pour VO, égale la vitesse, 1 demi de M fois l'énergie cinétique en A. Donc 1 demi de MV à carré, ce que je cherche, ça tombe bien, c'est VA. Plus Q fois le potentiel ici anodique, donc pareil, ici, j'insiste une nouvelle fois, VA, et le potentiel à l'anode, potentiel anodique. Ok. La vitesse initiale est nulle. La vitesse initiale est nulle. Ici, l'électron est mis au point O de la cathode. Hop, potentiel vitesse initiale nulle. Donc ça simplifie. Vous voyez, hein. Bon, ça se fait également en deux lignes. Hein. Bon, peut-être pas, peut-être trois, parce qu'il y aura un petit changement de signe ici, donc en 3 lignes. Donc on aura finalement, vous voyez, 1 demi de MVA carré, donc 1 demi de MVA carré, d'accord? Donc je retire le vecteur, hein. Vous savez, le vecteur c'est le carré scalaire, hein. C'est VA scalaire VA, c'est le carré de la norme. Donc 1 demi de MVA carré, ça donne Q, ça fera ici Q fois le potentiel en haut, le potentiel en haut, moins ici le potentiel anodique. Donc ici, dans le membre de droite, j'isole 1 demi de MVA carré. On aura Q facteur du potentiel canodique moins le potentiel anodique. Ok. Ouais, mais A, pardon, j'ai mis A, mais O. Mais O, c'est C en fait, c'est ça. Ouais. Parce que je regardais ici ma tension ici. Oui, j'ai mis A ici, j'ai mis A pour anode et C pour cathode. Vous voyez ici. Moi j'ai mis O par rapport au point, mais O en fait, O il est où? O il est sur la cathode. En fait j'ai. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais en fait le potentiel en haut, sur ce plan cathodique, c'est le potentiel de la cathode. Donc ce qu'on va faire, c'est remplacer ici le O, potentiel en haut, bon, ça on mis ici, potentiel cathodique. Vous remplacez le O par le C. Oui, pour que ce soit compatible avec ce qu'on a mis ici en bleu. Voilà, c'est pas gênant. D'accord? Donc ici, je remplace simplement la lettre O par la lettre C, on est bien sur le plan cathodique. Ici, au point O, on est sur un potentiel cathodique VC. Ok.
Ah, oui. J'ai pas compris pourquoi au-dessus on remplaçait pas non plus par un C et qu'on Ouais, ce que je l'ai pas fait parce que je l'ai laissé des hauts. Ce que vous allez faire samedi, vous mettez d'abord état initial au point O, donc vitesse initiale, potentiel en ce point-là, égale la vitesse au point A et potentiel au point A. Mais en fait, là j'ai potentiel cathodique, c'est bon, hein. Mais après, par rapport à ce que j'ai mis ici en bleu, j'ai mis A et C. En fait, le point O est soumis à un potentiel VC. Le potentiel cathodique, c'est le potentiel le long de cette électrode, de la cathode. Donc en fait, c'est pour ça que je vais remplacer après. Je ne l'ai pas fait là parce que pour garder les mêmes notations, voilà. J'ai fait OO, AA, et c'est après j'ai remplacé le O par le C pour être cohérent avec ça. Mais c'est la même chose, il n'y a pas de problème. Hein. Justement, pour comparer avec ça, là où vous avez dans le crochet, vous avez VC moins VA. VC moins VA, c'est moins U. Vous avez moins U. Ok. Donc ça, c'est, attention, je remplace ici. Là, vous avez l'opposé de la tension U, ici, qui règne entre les deux électrodes. Ouais. Sauf que également, qu'est-ce que je vais dire? Je vais faire deux choses. Attention, je vais faire deux choses. D'une part, je vais dire que VC moins VA, c'est moins U. C'est l'opposé de la tension, parce que U, c'est VA moins VC. Donc VC moins VA, c'est moins U. Et après, je vais dire qu'on a un électron. Parce que en fait, je ne peux pas regarder ici de moi. Je peux, hein. Racine moins square racine, ça fait un peu désordre. Ici, ce ne sera pas le cas. Parce que Q égale à moins E. On a un électron. Donc si Q égale moins E, ouf, moins plus. Vous allez avoir E fois U. Voilà. C'est terminé. Vous avez la vitesse en A. Bon, vous voyez, vous les obtenez en 1, 2, voilà. 3 lignes de calcul, ça va vite. Hein. D'accord? Donc la vitesse ici, finale des électrons accélérée par tension U. Résultat classique, ultra classique, c'est ici, vous multipliez par 2, donc ça fait 2 racine de 2 EU sur M. Voilà. Voilà. Alors cette question, elle est quasiment systématiquement. On accélère une particule chargée par une tension ou par un champ électrique E, d'accord, déterminer la vitesse finale. Vous voyez, ça se fait assez facilement, d'accord, assez rapidement. C'est une question assez simple, assez facile, d'accord. Alors justement, là on a tout en main pour faire l'application numérique parce que on connaît la masse, 2,1 10 puissance moins 31 kg, la charge ici, charge élémentaire, 1,6 puissance moins 19 kg. Le U vaut 500 volts. En fait, pour une tension U de 500 volts, on calcule une vitesse de 1,3 10 puissance 7 mètres par seconde. Vous vous rendez compte? Avec une tension de 500 volts, on est capable d'avoir une vitesse de passer de 0 à 1,3 10 puissance 7 mètres par seconde. C'est énorme. C'est énorme, puisqu'en fait, vous voyez, la masse de l'électron est faible, très faible. Vous avez la racine, et au déméteur, vous avez une puissance moins 31 kg. Donc l'électron est assez simple, on va dire, plus ou moins à accélérer. L'inertie est très faible, distance moins 31 kg. Une faible tension, vous voyez déjà, bon, on tend pas verser. Mais si on augmente la tension accélératrice, on va tendre verser. Et là, on touche au domaine relativiste. Et en fait, on revient à un critère. Voilà. Dans quel cas va-t-on utiliser les lois de la mécanique relativiste? Rappelez-vous ce critère de 1/10 sur C. Dès lors que la vitesse finale de l'électron ou du proton accéléré par une tension U devient supérieure ou égale à 1/10 de C, un traitement relativiste s'impose. C'est-à-dire que là, éventuellement, on pourrait vous demander de mener une étude relativiste. Une étude relativiste dans laquelle les lois de mécanique classique ne sont plus applicables, dans laquelle le vecteur quand tu demandes c'est qui plus P égale V, la nécessité ne vaut plus 1/2 de V carré, mais vaut, vous l'avez vu l'année dernière, vous avez fait un peu de relativité ici restreinte avec le facteur de Lorentz, ce fameux gamma. Rappelez-vous ce gamma, 1 sur racine de A moins V2 sur C2, d'accord? Et ça, c'est-à-dire que là, il faut faire très attention. Là, vous aurez une application numérique à effectuer, c'est sûr. Ça, vous savez le faire. Et quand vous savez cette application numérique, vous comparez la valeur finale de vitesse à 1/10 de C. Là, ce n'est pas le cas. Là, on n'est pas dans le domaine relativiste, on est dans le domaine classique. Mais si vous êtes dans le domaine relativiste, bah, ça va changer vos équations. Et ça vous complique l'histoire, le problème, d'accord? Donc ça, on va le noter. L'application numérique, on est 1,3 10 puissance 7 mètres par seconde. Vous voyez quand même, on part de 0. On part de 0. L'électron est initialement en repos. Vous l'accélérez par une tension de 500 volts, d'accord, entre une anode et une cathode. La vitesse acquise est quand même très très importante. Application numérique, là, attention. Et ça, il faudra vraiment ici commenter la valeur. Donc la vitesse en A, avec deux chiffres significatifs, 1,3, 10 puissance 7 mètres par seconde. Alors vous voyez, hein, on n'est pas si loin que ça des 3 puissance 8 mètres par seconde. Mais bon, on est quand même inférieur. On est inférieur ici.
ça va inférieur à C sur 10. Ça va, 3 sur 8. D'accord, on est inférieur à 1/10 de C. Donc ça va. Mais attention, hein, on y est presque. Hein, on y est presque. Bon. C'est-à-dire que là, finalement, la vitesse est très importante, mais le traitement sera non relativiste. D'accord. Donc là, attention, on s'en encadre. Donc vitesse considérable. Vitesse considérable, hein, quand même. Hein. Ici. Mais on va dire qu'on va adopter un traitement non relativiste. Là, on n'aura pas besoin des lois de la mécanique relativiste. Pas besoin cette fois-ci. On aura des exemples TD. Je pense que j'en ai un, deux, voire même trois, où on sera obligé d'utiliser les lois de la mécanique relativiste. On ne va pas faire autrement. En effet, tant que la vitesse finale est inférieure à C sur 10, pas de problème. Les lois de mécanique classique conviennent. Dès que, donc ici, dès que la vitesse finale, donc là, tant que ça, c'est bon. Par contre, dès que, ici, supérieur ou égal, hein, alors c'est pas un critère de l'entrée, mais voilà. Ici, un traitement relativiste s'impose. Un traitement relativiste s'impose. D'accord? Ici. D'accord. Concrètement, ça signifie quoi un traitement relativiste? Vous introduisez le facteur de Lorentz. D'accord. Donc un traitement relativiste s'impose ici en introduisant le facteur de Lorentz dans toutes nos équations. Le facteur gamma, rappelez-vous, le facteur ici de Lorentz. D'accord. Le facteur de Lorentz. Voilà. Le fameux gamma. Et ce fameux gamma, je vais vous donner deux grandeurs essentielles. Alors ça, rassurez-vous, hein. Ça je vous donnerai si y a une telle étude, on vous donne en TD, on vous donne en exemple, on vous donne les relations, vous les devez appliquer. Qui ne sont plus valables en mécanique classique, qui sont maintenant valables en mécanique relativiste. Donc le gamma, par exemple, le gamma, bon je peux le noter en rouge, mais notez comme ceci, gamma, le gamma minuscule. Rappelez-vous, vous avez fait un tout petit peu la dernière, 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2. Ça, c'est le gamma, le fameux gamma. Et une fois qu'on vous donne ce gamma, d'accord? Alors ça, c'est dès que votre résultat vous donne ici une valeur qui est supérieure ou égale à 1/10 de C, vous allez utiliser ici ce gamma. Pour écrire deux grandeurs très importantes, la quantité de mouvement. Parce qu'une fois que vous avez le vecteur quantité de mouvement la partie plus chargée, vous allez pouvoir écrire la deuxième loi de Newton et l'énergie cinétique. Vous pourrez écrire les lois de l'énergie. D'accord? Donc, on vous donne le gamma pour réécrire. Voilà. Alors, pour écrire quoi, finalement? D'une part, le vecteur quantité de mouvement, donc une grandeur vectorielle, très importante pour le deuxième mode Newton, hein, vecteur quantité de mouvement. Alors, vous allez me dire, là, ça ne va pas changer énormément, parce que là, on va passer de P égale MV à P égale gamma MV. Bon. Mais c'est déjà ça, d'accord? Donc là, on va passer au vecteur P. Ce qui change, c'est le gamma MV. Voilà. Donc là, le vecteur quantité de mouvement. Première grandeur qui sera impactée ici. Première grandeur, on va dire ici, il y a la dynamique du point, d'accord? Grandeur vectorielle. La seconde grandeur scalaire, énergétique, exprimée en joule. Parce que là, le vecteur quantité de mouvement, je vous rappelle, hein, c'est kg/m par seconde. D'accord? Ensuite, l'énergie cinétique. Alors là, c'est plus du tout un demi V carré, c'est du gamma moins 1. MC carré. D'accord? Donc l'énergie cinétique de la particule chargée, l'énergie cinétique, elle sera modifiée, d'accord, en gamma moins 1, donc EC, de M normal. Donc là, ce sera du gamma moins 1, avec gamma égale ceci, MC carré. Vous voyez, c'est plus du 1/2 de MV carré, c'est gamma moins 1, MC carré. La vitesse de la particule, mais où la vitesse de la particule? Elle n'apparaît plus ici. Pas directement. Elle apparaît là. Là, ici, dans le gamma. La vitesse de la particule, elle est ici. Hein. D'accord? Dans le rapport V2 sur C2. Elle est là. D'accord? Alors ça, rassurez-vous, ça sera donné, toujours donné. Ça sera donné, un donné d'énonciation. Donc ça, ce sont des grandeurs qui seront fournies, d'accord, par l'énoncé. Voilà. Alors je sais qu'en ED, je ne vais pas forcément donner, mais je vais aller les récupérer dans le cours correspondant, dans la partie de cours correspondant. D'accord? Bref, si on résume, l'étude énergétique,
est vraiment pertinente. Elle est très rapide, parce qu'on vous donne la tension U. Vous voyez, ça se fait en 3 lignes. Alors, il faudra juste faire attention, ce sont dans les deux cas, dynamique et énergétique, c'est la valeur de la vitesse finale. Est-ce qu'il faut ici adopter un traitement dynamique ou non? D'accord. Là, c'est pas le cas. Ouais, mais vous prenez une tension, je sais pas, de 3 kV, de 5 kV, on y est. On y est. Il en faut très peu pour basculer. Hein. Il faut très peu pour basculer dans le TQ. Là, ça s'envole, ça part. Mais si on prend 3 kV, 5 kV, là, on risque fort de basculer dans le domaine relativiste. Hein. D'accord. Voilà. Ça, c'est la première approche dynamique, qui se base sur la conservation de l'énergie mécanique pour avoir la vitesse finale d'un électron accéléré par une tension U. D'accord. Deuxième approche complémentaire, dynamique. D'accord. On y va. Donc là, je vais l'effacer. Ici, je garde le schéma, j'ai besoin du schéma toujours. Voilà, donc ça, j'ai fait cette remarque. Voilà. Donc, deuxième approche. Voilà. Deuxième approche. Voilà. Là. Par la méthode dynamique. Méthode dynamique. Déterminer la vitesse finale de l'électron. Déterminer la vitesse finale de l'électron ici au point A. D'accord. Donc vitesse finale de l'électron au point A. Et cet électron, pareil, il est accéléré par la tension U. Et pareil, on vous donne uniquement la donnée de la tension U. Voilà. Bon. Alors seulement, on va voir là où vous allez bloquer, c'est sûr. Parce que finalement, l'approche dynamique, c'est l'utilisation du principe fondamental de la dynamique. La deuxième de Newton, somme des forces égale M1. Somme des forces se résume à une seule force. La force électrique F égale QE. C'est-à-dire qu'ici, bon, alors l'avantage c'est qu'on a rédigé tout ce qu'il fallait avant. Système référentiel pyramidal, tout est fait. Là, on va directement écrire le principe fondamental dynamique, pour faire la réaction qui était faite juste avant. Donc là, le PFD. Donc là, pareil, on va falloir jongler entre méthode dynamique, PFD, qui sont suivantes, méthode énergétique. D'accord. Attention, mais je l'indiquerai clairement. D'accord. Donc MA, masse sur l'accélération de la particule chargée, égale FE. Voilà. Sauf qu'ici, FE égale QE. Voilà. Voilà, égale QE, soit l'accélération du point M d'A. On retrouve un résultat qu'on a fait retrouver hier. On divise par M. On a Q sur M fois E. Voilà, directement. Alors moi j'anticipe. Hein. Je sais que ici le champ électrique est uniforme et stationnaire. D'accord. Donc un mouvement accélération constante, on trouve cette caractéristique. Hein. Un mouvement à accélération ici constante. Ouais. Maintenant, ouais, c'est ça le point délicat, c'est le passage de la tension U au champ électrique E. C'est une grande source de confusion pour vous déjà. Très grande source de confusion. Ouais. U est une tension, d'accord, différence de potentiel, scalaire, exprimé en volts. E est un champ électrique, grandeur vectorielle exprimée en volts par mètre. Bon. Et là, vous avez besoin de connaître deux choses, elles ne sont pas si compliquées, mais ce sont des résultats que vous verrez l'année prochaine. D'accord, les résultats que vous allez montrer l'année prochaine, d'accord. Mais là, si on veut introduire le champ électrique E, ben, il ne va pas apparaître par magie. Il faut savoir deux choses. Première chose, qui est assez simple à retenir, le champ électrique est toujours dirigé dans le sens du potentiel décroissant. Voilà. Ça, c'est universel, c'est une loi. Le champ électrique E est toujours dirigé dans le sens des potentiels décroissants. C'est-à-dire qu'on saura déjà orienter le champ électrique E. On connaîtra déjà sens, direction du champ. Maintenant, la norme. Ensuite, donc on a sens direction, le champ électrique E est toujours dirigé dans le sens des potentiels décroissants. Ok. On va pouvoir orienter le champ E. Ensuite, la norme, il faut savoir que ça ressemble plus ou moins, rappelez-vous, pour avoir un champ électrique uniforme et stationnaire, il faut par exemple se situer à l'intérieur d'un condensateur plein. Quand on est à l'intérieur d'un condensateur plein, on a un champ électrique uniforme et stationnaire, donc plein des bords. Ça ressemble à cette configuration-là, hein. Deux armatures plates, séparées de D. Bah, finalement, il faut savoir, on montrera l'année prochaine, que le champ électrique E, d'accord, la norme du champ E est telle que finalement E égale U sur D. Alors vous allez me dire, ça se montre, attention, ça se montre via des théorèmes
Vous verrez l'année prochaine notamment des théorèmes de Gauss, étudier symétrie, invariance et distribution de charges. D'accord? Là, vous voyez, rien qu'avec les mains, entre guillemets, un champ électrique en volts par mètre. Ici, entre mes deux plaques distantes d'une distance D, règne une tension U, volt, mètre. E égale U sur D, terminé. Attention, hein, ça après vous le montrerez l'année prochaine, hein, de manière plus rigoureuse. Mais j'ai envie, voyons, on est capable de retrouver ici la norme hein, du champ électrique E en volts par mètre, E égale U sur D. Voilà, déjà ça. Donc vous, ce que je vous conseille, si vous avez un tel problème, c'est de raisonner sur les unités. D'accord? Pour retrouver la norme du champ électrique et la relier à la tension, ça le problème. C'est relier le champ électrique E à la tension U accélératrice. E égale U sur D, volts par mètre. Ensuite, le sens. Le champ électrique est dirigé dans le sens des potentiels décroissants. Donc des hauts potentiels vers les faibles potentiels. Bien. U, 500 volts. U est positif. C'est-à-dire que VA supérieur à VC. Le potentiel anodique est supérieur au potentiel cathodique. Les grands potentiels sont là. Les faibles potentiels sont là. Je répète, le champ électrique, E, est dirigé dans le sens des potentiels décroissants. Voilà, terminé. Le champ électrique E est dirigé donc de l'anode vers la cathode, comme ceci. Donc là, j'ai le sens. Donc j'ai le sens, comme ceci. Voilà. E dirigé comme ceci. On va le noter. Hein. On va le noter. Donc ça, on a sens direction. Le champ électrique, et ça, vous reverrez la prochaine, vous allez le monter de manière plus rigoureuse la prochaine, on l'admet. D'accord? Le champ électrique est dirigé dans le sens des potentiels décroissants, des hauts potentiels vers les bas potentiels. Donc, point méthode, attention, point méthode ici. Sinon, si on ne le fait pas, on ne peut pas continuer, on est bloqué. Hein. Le champ E, on n'a pas de données. Donc, point méthode. D'accord? Voilà. Relation ici entre la tension U et le champ électrique. Entre la tension U et le champ électrique. En fait, ce qu'on veut connaître, c'est sens, direction et même norme hein, du champ électrique. Attention. D'accord? Ok. Alors, première chose, on va donner le sens à la direction. Le champ électrique E est toujours dirigé dans le sens des potentiels et décroissants. Donc, on va noter ensemble le champ électrique E. Le champ électrique E, ici, est toujours dirigé dans le sens des potentiels décroissants. Donc le sens des potentiels décroissants. Voilà. Donc ce qui permet de l'orienter ici sur le schéma. D'accord? Donc ici, avec ici une tension, donc U égale VA moins VC positif, ça implique que le potentiel anodique est supérieur au potentiel cathodique. Ok, donc le champ électrique E, voilà, ici, donc dirigé de l'anode vers la cathode. Il est donc selon moins UX, je n'ai pas mis vecteur unitaire, dirigé de l'anode, ici, vers la cathode. De l'anode vers la cathode. Donc on oriente le champ électrique. Voilà. Donc là on a le sens et la direction du champ. Bien. Ensuite pour ce qui est de la norme ici, d'accord. Donc le champ électrique E crée entre anode et cathode séparés ici d'une distance D. D'accord. Donc le champ ici. Donc le champ électrique. Voilà. Crée ici par deux électrodes, voilà, séparées, ici séparées d'une distance D et soumises à une tension U, donc séparées d'une distance D et soumises à une tension U, ici de 500 volts, et soumises à une tension U, voilà. Donc ce champ électrique, donc on introduit les distances D, le champ, la tension U, d'accord, a pour norme, d'accord, donc la norme du champ E, ce sera E égale U sur D. Alors nous, le seul argument qui est à notre portée, d'accord, c'est l'argument d'homogénéité. Vous avez ici volts, vous avez ici des mètres, vous avez ici des volts par mètre, d'accord. Voilà, tout ce qui est étude des distributions de charges, des théorèmes, etc., ça sera pour vous l'année prochaine. D'accord?
Voilà, nous pour l'instant on dit que E égale U sur D. D'accord? Voilà. Alors, une fois qu'on a ça, bon, on peut continuer finalement. Cette approche ici, cette approche ici dynamique, puisque on a la relation entre finalement le champ électrique E et la tension E. D'accord? Donc ce qu'il faut faire, bah, c'est comme toute approche ici dynamique, vous allez projeter le PFD, d'accord? Donc on a accélération égale Q sur L2 dans la base cartésienne. Donc par projection, voilà, du PFD dans la base cartésienne. Voilà. Par projection du PFD dans la base cartésienne. Donc c'est l'équation précédente, avant le point méthode. Avant le point méthode, qu'est-ce que l'on a? Donc on avait x point point, y point point et z point point. Ouais. Donc ici, pareil, on va regarder l'orientation du champ électrique E qui est selon ici moins EX. Donc là tout se passe selon l'axe des X, on a 0 selon y point point, 0 selon z point point. Puisqu'on a ici, donc on a directement, on avait du Q sur M. Donc Q sur M en préfacteur, d'accord? Mais le champ E, quand on regarde le schéma, je vais te rajouter comme mon vecteur intérieur ici, le champ E est selon moins EX. D'accord? Donc je vais juste faire ça. La norme, elle vaut U sur D, mais je vais simplement mettre le fait que le champ E est selon moins EX. Ça me permettra de justifier le fait de mettre un moins ici, moins E ici. Et de fermer, voilà, ici directement, le membre de droite avec moins QE sur M. Ça, c'est pour l'accélération de la particule chargée. D'accord? Ce que vous faites ensuite, bah, vous savez faire, hein, ce qu'on a fait hier. D'accord? On va, par intégration successive, déterminer au final les équations horaires. Et le but est de déterminer, voilà, finalement, la vitesse finale de l'électron au point A. Donc on y va, donc monde de gauche, on aura l'expression des vitesses, enfin, de la vitesse instantanée, donc les composantes cartésiennes de la vitesse, x point, y point, z point, ouais, à gauche. À droite, bon classique, hein, ce que vous savez faire, là vous avez moins q, e sur m fois la variable temporelle, pardon, plus une constante k1, là on aura k2, et là on aura k3. Bien. Alors, je peux tout effacer. Voilà. Je vais mettre un point ici. Alors, c'est là que vous devez faire attention en dynamique. C'est quand vous déterminez pour la vitesse. Vous voyez, composante de la vitesse et constante d'intégration pour la vitesse. Pour des schémas. Pour des schémas. Autant qu'hier, on avait un vecteur vitesse initiale, on avait un signal V0, faisant l'angle θ0 de l'axe des X. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Donc, surtout, ne pas tomber dans le piège de ou dans le réflexe, dans l'automatisme de dire ah bah là, j'ai V0 cos θ0, là, j'ai V0 sin θ0. Non, pas du tout. Là, vous devez regarder le schéma pour regarder comment est dirigé le vecteur vitesse initiale, s'il y en a une, parce qu'en qu'on a fait hier, hein, l'électron est injecté au point avec une vitesse initiale V0 faisant un angle θ0 avec l'axe X. Là, on l'a noté, là la vitesse initiale, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et surtout, il n'y a pas de vecteur vitesse initiale V0 dirigé comme ceci faisant un angle θ0. Donc là, regarde le schéma, regarde l'énoncé, et ne faites surtout pas l'erreur de mettre ici un V0 cos θ0, un V0 sin θ0. Ici, il n'y en a pas. Il n'y a pas de vitesse initiale. Initialement, l'électron est au repos. Et on l'accélère sous une tension accélérée. Donc là, c'est ça qu'il faut ralentir. Là, vous allez sur le faire. C'est là, quand vous prenez les K1, K2, K3, vous regardez le schéma énoncé. Vous relancez, vous regardez. Parce que l'automatisme, l'erreur est vite arrivé. D'accord? Donc là, ça fait 0. 0, 0. Pourquoi? Il n'y a pas de vitesse initiale. Il n'y a pas de vitesse initiale ici. Donc on aura directement moins Q, E sur M. Et 0, 0. Ouais. Bon, je m'affranchis tout de suite du moins, je peux dire que Q égale moins U ici. C'est un électron. Donc moins plus, on aura EE sur M, T, 0, 0. D'accord? Voilà. Et une fois que vous avez les composantes de la vitesse, ici, les équations horaires, d'accord? On en déduit les équations horaires.
ce que je vais faire, c'est ici, bon, je peux le passer là-haut. Ici, voilà, on continue. Ça passe là-haut. X, Y, Z. Donc pareil, je reprends ce que j'ai là, donc j'aurai un demi de E sur M T carré, plus je suis arrivé à K4, K5, ça c'est un 5, ça c'est un 5 et ça c'est un 6. Ouais. Pareil, là attention, gentil, je relis l'énoncé, je regarde le schéma. Initialement, de quel point est injecté à quel point est injectée ma particule? J'ai injecté du point haut, l'origine du repère. Donc là, voilà, les trois constantes, K4, K5, K6 sont nulles. Il ne me reste pas uniquement un demi de EE sur M T carré 0, 0. Voilà. D'où ici les équations horaires du mouvement, voilà, de l'électron accéléré par une tension U. Alors, équation horaire, qu'est-ce que l'on aura? On aura que x de t. On aura un demi E sur M T carré Y de t égale à 0, Z de t égale à 0 à tout instant. D'accord? Voilà, mouvement rectiligne ici uniformément accéléré selon proportion. Donc un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Voilà. Ça tombe bien, c'est cohérent. C'est cohérent. C'est plus. Et si on accélère, on va accélérer, on part de 0, on va accélérer ici l'électron. D'accord? Bien. Alors, premier point délicat, c'est le passage de la tension U au champ E. Deuxième point délicat, je sens que vous n'aimez pas, c'est la dynamique du point. Comment on accède à la vitesse au point A. Voilà. Il faut que vous avez les équations horaires. Que vaut la vitesse au point A? La vitesse finale. Oui, c'est pas direct avec l'unité dynamique, au moins on le fait. C'est une bonne révision. Bonne révision pour samedi. On revoit les méthodes. Parce qu'arriver ici, vous voyez, soit vous êtes bloqué, c'est, voilà, il faut que vous avez x de t, enfin, surtout c'est x de t. Hein. Il faut que vous avez x de t, c'est déterminer la vitesse finale, que vaut la vitesse finale de l'électron. Connaissant x de t, alors je regarde le chemin, qu'est-ce que l'on connaît? On connaît la distance entre les deux plaques, donc la distance totale parcourue. Ouais, ok, bon. On a x en fonction du temps. Ouais. Ce que je recherche, attention, ce que je recherche, c'est ni une distance parcourue, ni un temps de parcours. Ah, c'est une partie de la réponse. Dommage. Donc, c'est pas ça, c'est ce que je cherche, c'est la vitesse au point 1. Et souvent, ça vous bloque. Ça vous bloque. C'est pas évident. C'est pas évident. Donc, c'est là qu'il faut réfléchir, parce que ça, vous saurez le faire. Juste faire attention au vecteur vitesse initiale. Lisez bien l'énoncé, regardez la vitesse initiale, comment elle est porter, est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a pas. Si on n'a pas, c'est facile. D'accord, c'est facile. Si on a, c'est un peu plus complexe pour projeter la vitesse initiale. Mais là, vous avez x en fonction du temps. Ok. L'évolution de la position de la vis cartésienne de la plaque plus chargée en fonction du temps. Ouais. Ce qu'on vous demande, c'est la vitesse au point A. Et ça, c'est la dynamique du point. Ça, c'est du chapitre M2. Thomas. Je prends l'équation x point et ouais. on donne le taux dans l'équation ouais. Ouais, ça c'était. Bah, elle est là. X point, elle est là. Ouais. Pardon, j'ai pas tout effacé. Donc, elle est là. Il y a cette partie-là, ouais. Donc, x point, ouais. Ça va donner le résultat final. Il faut bien comprendre que cette ligne-là, x point de t, va nous donner le résultat final. Mais attention, tu as ce qu'on appelle l'expression de la vitesse instantanée. Tu as l'expression de la vitesse à un instant t. À un instant t quelconque, tu connais la vitesse. Moi, ce que je veux, c'est d'établir la vitesse au point A. Au point A. Louis. x de t égale à a et après on prend la valeur de. Ouais, alors pas x de t égale à a. Ouais, je vois. Ouais, d'accord. On isole t. Voilà, j'ai compris. Je vois ce que tu veux faire. En fait, vous avez x en fonction du temps. Ben, on x en fonction du temps. La fonction c'est x, la variable c'est t, la variable temporelle. La seule chose que vous êtes capable de connaître, déterminer ici, c'est le temps, la durée qu'il faut à la particule chargée pour parcourir la distance OA. Alors ça pareil, ça faut être... Ça je ralentis dessus. Hein. Ça faut vraiment le voir. Vous voyez cette équation-là, ce qu'elle peut me donner par exemple, c'est le temps nécessaire pour parcourir la distance qui sépare cathode de anode. Notez ce tantôt. Soit taux la durée de parcours entre cathode et anode. Tel que, finalement, entre anode et cathode, l'électron parcourt à distance d. On me suit, c'est-à-dire que x en t égale à taux égale à d, égale 1,5 de EE sur m taux carré. J'isole taux. Une fois que j'ai taux, je fais quoi?
Thomas, tu as compris? On isole et on l'injecte dans X1. Ouais, allez-y, c'est bon. Allez, faites-le. Vous l'isolez et vous isolez tôt et vous l'injectez dans X.ET. Donc oui, c'est pas direct, hein. C'est pas direct, hein. D'accord? C'est la dynamique du point, bon, vous savez intégrer, vous savez bien les constantes d'intégration, mais après, équation horaire, fonction de variable temporelle, cette équation-là, il faut bien voir ce qu'elle signifie cette équation. D'accord? Là, vous pouvez déterminer la durée nécessaire, le temps nécessaire pour parcourir la distance d. X en t égale à taux égale à d, vous isolez taux, vous injectez dans X.ET. Vous aurez donc la vitesse à l'instant t égale à taux, donc en fait, ce qu'on dit oui, vous aurez la vitesse lorsque la particule ici aura parcouru la distance d, donc au bout de l'instant t égale à t. Parce que là, vous avez uniquement une fonction de X.ET. D'accord? Allez-y, je vais laisse le faire. Bon, ça va? Le Alors, le d sur taux. C'est pas linéaire. En fait, une fois que tu as un instant, la durée nécessaire pour parcourir la distance entre le cathode et la l'anode, là tu pourras déterminer la vitesse finale, la vitesse au point 1. Alors, tout ça, c'est ce genre de questions. Je vous attends quand même samedi matin. En plus de la dynamique énergétique, c'est des questions un peu plus de réflexion. Bien, alors mécanique, attention, c'est bien comprendre vos équations. C'est l'abscisse, l'évolution temporelle de l'abscisse. Tout ce que je peux connaître, c'est soit un temps, soit une distance. D'accord? Moi, ce que je veux, c'est la vitesse en un point final. Donc là, je vais dégager le temps nécessaire pour parcourir la distance séparant ici. Alors, je vais même noter les deux phrases, hein, d'accord? Donc, on estime d'abord, voilà, le temps nécessaire. Voilà, on estime d'abord. Donc, le tantôt nécessaire. Après, vous notez comme vous voulez, hein, d'accord? Ici, pour parcourir, ici, voilà, la distance d qui sépare anode de cathode. Donc, qui sépare la distance d, d'accord, entre l'anode, on entend plutôt la cathode, on part de la cathode, entre la cathode et l'anode. Déjà, on fait ça. Voilà. Ok, on estime d'abord le temps nécessaire. Alors ça, vous l'obtenez grâce à cette équation. Alors, je ne vais pas numéroter. Hein. C'est-à-dire que là, vous cherchez finalement, voilà, au bout de la durée taux, la distance parcourue x et vaut d. Et d'après cette équation-là, ça vaut 1,5 de E sur M taux carré. D'où, voilà, l'expression de taux, le temps nécessaire pour parcourir la distance d. Donc on ira directement taux, donc ça fera 2d, alors 2dm, d'accord? Je divise ici par EE, je prends la racine de ça, d'accord? Alors je fais gaffe, taux étant réel, je vérifie que sous la racine, toujours vérifier que c'est bien positif. Hein. Vérifier que sous la racine, il y a quelque chose de positif, hein. D'accord? Bien. Si vous avez un moins E ici, il y a une erreur, erreur classique, vous mettez un moins ici par exemple, je vais pas sous doigt après. Hein. Vous avez un moins ici, aïe aïe aïe, il y a une erreur de signe, une erreur de projection, là vous ne pouvez pas. C'est un réel, taux étant réel, c'est pas un imaginaire pur. Donc taux ici, voilà. Une fois qu'on a ça, on remplace dans l'expression de x.ET, on a la vitesse au point A, d'accord, on en déduit finalement la vitesse finale. Donc c'est ici l'expression de x point en t égale à taux. D'accord? Donc puis, d'accord, on en déduit alors la vitesse finale. Ici, on en déduit alors ici la vitesse finale. Donc cette vitesse finale, donc ça sera x point en t égale à taux. Alors ça, ce qu'on cherche, c'est la vitesse en A, ouais, c'est ça. Elle est là, donc c'est E sur M fois quoi? Fois ce tantôt, fois taux. Donc ça fait E sur M. Donc taux qui est où? C'est racine de 2 dm divisé par EE. D'accord? Bien. Soit, voilà, la vitesse en A. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des EE ici, une fois, deux fois. Donc on aura 1 moins 1,5, ça fait 1,5. Donc le EE passe la racine au numérateur. Ensuite, on a les M ici, on aura 1,5 moins 1, moins 1,5. Le M passe sous la racine au dénominateur. Donc le M, il est là. Et après, j'oublie pas le 2. Je laisse le 2. Et j'oublie pas oublier lui. Hein.
Le D, pas oublier le D entre deux. Oui, des fois on est focalisé sur les racines, n'oubliez pas le D. Ouais. Ouais. On y est presque. On y est presque. Qu'est-ce qu'il faut rappeler? Le point méthode sur la norme du champ électrique avec, rappelez-vous, E égale U sur D. Voilà. E égale U sur D. On réécrit la vitesse finale. Et là, heureusement, on trouve le même résultat, c'est-à-dire que le produit ED égale à U. ED égale à U, produit en quoi? On retrouve la vitesse finale de l'électron accéléré par une tension U égale à 2EU sur M. Alors, on retrouve le même résultat, mais en beaucoup plus de temps. Et beaucoup plus de pièges, je pense. Tous les quand même. Hein. La prochaine année, vous dites, oh, bah, il y a simplement un PFD appliqué. Ouais, mais vous voyez déjà ce qu'il y a à faire quand même. C'est pas direct, hein. C'est vraiment pas direct. Hein. Du tout, du tout, du tout. Donc, voilà, faire attention. Donc, on retrouve le même résultat, mais après plus de calculs. Plus de calculs, quand même, plus long, une démarche un peu plus longue. On trouve le même résultat. D'accord. Que précédemment, mais quand même, là je vous dirais, hein, clairement, par une approche énergétique, déterminer la vitesse finale. Là, je suis à 10 minutes pour vous montrer que, ouais, ça paraît simple comme ça, un BFD, on projette. Bah, quand il s'agit de déterminer la vitesse en un point, vitesse finale, bah, c'est pas si direct. Donc là, l'approche énergétique, là où il y a 3 lignes de calcul, là, on en a fait plus que 3. Et ça, c'est quand même un point, bon. Et surtout, le là, il fait comme donner la relation de passage entre le champ électrique et la tension U, qui n'était pas directe. D'accord? Bien, 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 bien. Pour jeudi. Ouais. Alors, on va juste regarder ce que l'on va corriger ensemble jeudi en TD 13 et 14. On va faire le point sur le TD. J'en ai corrigé beaucoup trop. Donc TD 13 et 14. TD 13 et 14. On va regarder ensemble. Jeudi matin, on termine ce chapitre. On termine le chapitre jeudi matin sur l'action d'un champ magnétique. On l'aura terminé. Je ne vais pas commencer les écoles tout de suite, hein, je vais attendre quand même la semaine prochaine pour les faire. Je vais vraiment mettre l'accent sur les révisions jeudi après-midi. Donc pareil, hein, 1 heure pour ceux qui souhaitent se transformer en 2 heures, donc toujours 2 fois plus en 2 heures. Au niveau télé, pareil, vous regroupez en îlots de travail en fonction de vos points forts, de vos faiblesses. Alors n'oubliez pas qu'il y aura, alors pour tout le monde, pour ceux qui sont en distance pareil, message important pour vous, mais vous ce sera lundi prochain. Lundi prochain, on fera les ensemble lundi après-midi. Comme il n'y a pas chez nous, on fera sur les heures de TP, on fera ça lundi après-midi, lundi prochain. Pour ce qui est. Ouais. La vidéo elle s'est arrêtée. La vidéo elle s'est arrêtée. C'est vrai? La batterie est à 20%. Ah non, attends, c'est juste 20%. Ouais, c'est bon, ils vont me récupérer. Vous m'avez récupéré là? Ouais. En fait, je crois que ça se fiche quand j'ai les marqueurs de. Ouais, ça s'arrête. Ouais, je pense que je vous ai récupéré, donc attention, je pense que ça va vous intéresser. Pour le DS, c'est le 6e. DS6. Sauf vraiment cas de force majeure et contre, on va dire, voilà, ça serait 3 heures. 3 heures pour le DS6. 3 heures, on va commencer par les chapitres les plus anciens, les LEC. Les LEC, comme je vous dis, je vous laisse un peu tranquille avec le filtrage. On va reprendre les régimes transitoires d'ordre 1 et d'ordre 2. Donc je note régime transitoire. Régime transitoire, ordre 1, ordre 2. Régime transitoire, ordre 1, ordre 2. Là, pareil, on a fait quand même pas mal d'exos de TD là-dessus. Il y a eu des DS. Commence à réviser, et surtout, s'il y avait des questions, on y répond jeudi après une. Pareil. Ça, c'est l'avantage de faire des exos de travail. C'est-à-dire que ceux qui voudront travailler les régimes transitoires d'ordre 1 et d'ordre 2, vous ramenez les TD, vous ramenez ce qu'on a fait ensemble, même ceux qu'on n'a pas fait, on peut regarder. Et vous repassez, voilà, je dis, bah moi, pendant, je sais pas, une demi-heure ou 3 quarts d'heure, je revois régime transitoire. Je veux le revoir avec vous, j'ai encore des questions sur ça. On revoit ça ensemble. Donc, régime transitoire, d'ordre 1, d'ordre 2, il y aura un problème sur ça. On va dire, il y a 3 problèmes. D'accord? Un problème sur ça. Un problème après, c'est pareil sur la mécanique. Donc, toute la mécanique, ça sera ici la mécanique M1, M2, M3. Donc, toute la mécanique M1, M2, M3.
Alors pareil, j'ai plein d'idées en tête, mais il faut que je sélectionne. Il se peut que dans un problème, j'ai M2, M3. Je peux faire un problème où j'ai dynamique et énergétique. Hein, d'accord? Donc ici, a priori, voilà, 3, on va dire, ici, problème. D'accord? Ça c'est quasiment certain. Maintenant, ça, je sélectionne parmi tout ce que je vous répète en mécanique. D'accord? Donc pour jeudi après-midi, au niveau des fiches de TD, pareil, surtout par rapport à ce que j'ai donné pendant les vacances. Regardez tout ce que j'ai donné en correction, tout ce qui a été fait. Ensuite, on a corrigé, en dynamique, je regarde, on a corrigé l'essentiel. Pareil, en colle, certains vont retrouver les exos que j'ai proposés pendant les vacances. Et quand je regarde, bon, on a quasiment tout fait. Après, en énergétique, en dynamique, je pense que vous avez peut-être plus de facilité, on va dire. En énergétique, revoyez quand même sur le TD14. Je vais quand même noter sur le TD14. Alors, revoyez ici jeudi ou jeudi après-midi. Il n'y a pas de souci. Le TD14, le seul exo qu'on va faire ensemble, au début, ensemble on va dire, qui dit c'est le 11. Exo 11 et deux premières questions. La physique du tir à l'arc. Le tir à l'arc, on fera que les deux premières questions, exo 11. Pour en faire un de plus, exo 11. Après, ceux qui sont vraiment à l'aise, j'hésite. J'aimerais bien vous lancer sur une résolution de problème. Les résolutions de problème, rappelez-vous, on a parlé ensemble en TP, c'est également en TD d'optique. Vous avez un schéma, quelques données, et il faut, par une méthode adaptée, répondre à la question. Typiquement, c'est pour un tour complet. Par exemple, vous lâchez une bille, dans un, ici, pareil, hein, c'est une rampe, et en fait, quelle doit être la hauteur H minimale pour que la bille fasse un tour complet? Alors ça, c'est un bon exo, mais c'est exactement la même chose que l'exo que j'ai corrigé sur, voilà, Tonio. C'est exactement la même chose. Donc, un bon moyen de voir, ici, de tester ici vos réflexes en énergétique, c'est ne pas refaire celui-ci, mais refaire cet exo sur la bille. En fait, ça c'est un sujet d'oral, voilà. Détermine la hauteur H, d'accord, pour que la bille puisse faire un tour complet à l'intérieur du cylindre. Pas évident. Parce que pour qu'elle fasse un tour complet, il faut toujours qu'il y ait une réaction normale. Parce que si la réaction normale s'annule pour changer de signe, il y a rupture de contact. La bille tombe, on l'a vu avec le skateboard, Tony Hawk. Donc pour qu'elle fasse un tour complet, il faut que la réaction normale ne s'annule pas, et surtout ne s'annule pas au point le plus risqué, on va dire, hein, ici en d'état égale pi sur 2. Donc il faut que la vitesse soit différente de 0, et il faut que la norme de la réaction normale soit différente de 0, d'accord, pour effectuer un tour complet. Ça, je trouve que c'est un bon exo. Alors ça paraît, c'est la première raison de problème là, pour un tour complet. Donc ça, plus je vais noter RP1. Alors RP1 pour raison de problème 1, ça c'est pour ceux qui sont déjà, on va dire, prêts dans leur révision. Ça, pour moi de vérifier, c'est faire ceci, cahier fermé. Mais par contre, cahier fermé, c'est-à-dire que là, si vous bloquez, la réponse en fait, elle est là. La réponse, elle est là. Dans l'exo qu'on a... Et d'ailleurs, je n'ai pas totalement corrigé. Ça vous laisse le temps de chercher par vous-même, parce que je n'ai pas totalement corrigé, parce que je savais qu'on allait attaquer la raison de problème. Je crois que je m'étais arrêté à la réaction normale. Je m'étais arrêté à la réaction normale, et j'avais dit à l'oral la réponse, etc., mais je n'avais pas donné la réaction complète de l'exo, parce que j'aimerais bien l'aborder avec vous en train de groupe jeudi après-midi. D'accord? Mais ça, c'est un bon test pour voir, bah voilà, vous êtes pris ou pas dans cette étude. Et je vous laisse tranquille avec les énergies potentielles. Donc l'exo numéro 9, 8, 9, 10, ne les revoyez pas, ça sert à rien, il n'y aura pas de stabilité, de position d'équilibre. Ce DSA, en fait, c'est le problème de colle que vous aurez en plus que vous aurez de l'élève. D'accord? Après, en dynamique, bon, pourquoi pas, même cinématique, vous avez encore des doutes sur le repérage, sur les vitesses, etc. Pourquoi pas? Mais mettez quand même l'accent sur M2, M3. M1, oui, je peux poser un exo cinématique, mais il y aura toujours un pied cinématique dans M2, M3. Et la régime transitoire, ouais, je pense qu'il faut reprendre, donc voilà. Mais on verra ça jeudi après-midi. Après, vous avez encore voilà, mercredi, jeudi soir pour finaliser vos révisions. D'accord? Voilà.